Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de remettre à jour une précédente vidéo que j'avais publiée il y a de ça quelques temps sur la chaîne YouTube, qui date d'il y a à peu près 2 ans, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est vrai que les informations qui étaient présentes à l'intérieur commencent maintenant quand même à dater, surtout qu'il y a eu pas mal de modifications sur notre site internet, sur notre manière de voir les choses. Et du coup, je voulais refaire une vidéo un petit peu mise à niveau pour que vous puissiez avoir, on va dire, une formation offerte sur YouTube d'une meilleure qualité et plus à jour que celle qui est aujourd'hui présente sur notre chaîne YouTube. Donc vous allez voir, cette vidéo, elle n'aura pas pour objectif d'être le plus exhaustif possible parce que encore une fois, on va être limité par le temps, je ne vais pas pouvoir faire une vidéo de 10 heures, mais je vais essayer dans cette vidéo-là de vous faire un horizon un petit peu à 360 degrés, surtout pour les débutants qui veulent aujourd'hui se lancer dans le domaine des crypto-monnaies, qui veulent avoir des informations précises à ce sujet, qui veulent y voir un petit peu plus clair. L'objectif ne sera pas de vous rendre expert avec cette vidéo, mais néanmoins d'avoir une vision quand même la plus objective possible de cet écosystème, afin de vous aider à prendre les meilleures décisions possibles et de vous donner envie, en tout cas, d'aller plus loin si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors il y aura volontairement quelques raccourcis qui seront faits, notamment sur certains termes techniques. Alors pour tous les puristes, ne vous vexez pas, ne vous énervez pas. Tous ceux qui veulent avoir des informations plus techniques sur certains sujets qui seront évoqués dans cette vidéo, ils seront bien évidemment disponibles sur notre chaîne YouTube. Mais là, l'idée en tout cas de cette vidéo, c'est de l'orienter vraiment pour les plus débutants qui existent aujourd'hui, qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies. Et donc l'idée, c'est pas non plus de les perdre dans des détails trop techniques et de vraiment se focaliser sur ce qui est le plus important quand on souhaite investir et quand on s'intéresse de près à l'écosystème crypto. Donc là, sans plus attendre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une introduction aux crypto-monnaies pour les débutants qui regarderaient cette vidéo. Donc une crypto-monnaie ou crypto, c'est la même chose, c'est tout simplement une forme de monnaie qui va exister sous forme numérique ou virtuelle et qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. Donc là, c'est tout simplement la définition même de crypto-monnaie que vous pourrez être en mesure de retrouver sur Internet. Les crypto-monnaies n'ont pas d'autorité centrale d'émission ni de régulation, mais elles utilisent un système décentralisé pour enregistrer les transactions et émettre de nouvelles unités. Une crypto-monnaie, c'est une forme d'actif numérique basé sur un réseau distribué sur un grand nombre d'ordinateurs. Cette structure décentralisée leur permet d'exister en dehors de tout contrôle des gouvernements et des autorités centrales. Il s'agit d'un système de partage peer-to-peer, donc de personne à personne, permettant à tout le monde d'envoyer, de recevoir des paiements en crypto-monnaie n'importe où dans le monde. Ce qu'il faut retenir, et c'est la valeur principale des crypto-monnaies, c'est de vraiment créer une plateforme de confiance. Et quand je parle de crypto-monnaie, vous allez comprendre que dans cette vidéo, je vais parler de Bitcoin. On va commencer à parler un petit peu plus tard dans cette vidéo peut-être d'autres crypto-monnaies ou d'autres écosystèmes. Mais là, pour le coup, quand je parle de crypto-monnaie, avec les valeurs qui sont portées par les crypto-monnaies, on va vraiment se focaliser sur la proposition de valeur à proprement parler de Bitcoin. Parce que attention, il y a vraiment crypto-monnaie et crypto-monnaie. Vous avez des crypto-monnaies qui vont dire qu'elles sont décentralisées alors qu'en fait elles ne le sont absolument pas. Il y en a d'autres qui vont se dire permettre aux utilisateurs d'avoir un outil pour être résilient à la censure, alors qu'en réalité c'est pas non plus le cas tout le temps. Voilà, faut faire vraiment attention. Donc quand je parle de tout ce que je viens de vous évoquer là et tout ce qu'on va évoquer un peu plus tard aussi dans cette vidéo, je parle vraiment de la plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui, celle qui a lancé tout l'écosystème, et je parle bien évidemment du Bitcoin et pas forcément des autres, parce que c'est des systèmes qui peuvent être plus ou moins complexes et il faut faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup d'abus et beaucoup d'arnaques sur le secteur crypto. Donc la proposition de valeur vraiment qui est poussé à travers l'écosystème crypto, c'était d'offrir une alternative aux utilisateurs, alors des personnes comme vous et moi, d'avoir une plateforme de confiance sur laquelle on aurait la capacité de recevoir, stocker et envoyer de la valeur sans l'utilisation d'intermédiaires, avec un système qui est totalement décentralisé et avec la capacité d'avoir une résistance à la censure. Aujourd'hui, si vous vous posez la question et si vous regardez un petit peu comment ça se passe autour de vous, votre argent, alors il est bien évidemment disponible sous forme numérique et virtuelle, même si vous pouvez avoir des euros, des billets de banque en mode physique, mais derrière la réalité c'est que la majorité de ce que vous détenez en termes d'argent, c'est disponible de manière dématérialisée et sous forme numérique plutôt au niveau de votre institut bancaire, sauf que derrière, encore une fois, on retrouve ce risque de contrepartie, et donc si cette banque fait faillite, si cette banque derrière
derrière vous empêche de récupérer votre argent comme vous le souhaitez ou souhaite par exemple bloquer votre transaction, ils ont la capacité de le faire. Et donc l'idée en fait derrière l'invention du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'était de redonner le pouvoir aux utilisateurs, de reprendre en main sa souveraineté monétaire, puisque derrière si on contrôle notre argent, on reprend un véritable pouvoir. Par contre, si derrière on perd notre pouvoir de contrôle de l'argent, là on est capable de contrôler pas mal d'autres choses. Donc derrière, l'idée des crypto-monnaies, c'était d'offrir une alternative aux utilisateurs en éliminant les intermédiaires, en reprenant en main sa souveraineté monétaire, en ayant un système totalement distribué qui ne dépend pas d'une seule et unique personne ou d'un individu à proprement parler, et de permettre aux utilisateurs de pouvoir envoyer, recevoir et stocker de la valeur à travers l'espace et le temps, sans l'utilisation d'intermédiaires, et avec la capacité d'avoir justement un système totalement distribué et résistant à la censure. Demain, si vous utilisez Bitcoin et que vous souhaitez envoyer des Bitcoins par exemple à une autre personne, peu importe où vous vous situez dans le monde, même si vous êtes dans un pays corrompu, vous aurez la capacité de le faire puisque derrière, en ayant un système résistant à la censure et distribué, il n'y a personne derrière, aucune entité, aucun gouvernement, aucune personne qui aura la capacité de bloquer ou de censurer tout simplement votre transaction. Et c'est ça véritablement la vraie proposition de valeur et ce qui est proposé tout simplement avec le système des crypto-monnaies. Et là pour le coup, je vais encore une fois me focaliser sur le Bitcoin. Donc là, je vous ai mis à l'écran les différents types de systèmes, donc le système centralisé à gauche et le système décentralisé à droite. Vous comprenez bien qu'avec le système centralisé à gauche, si on a un individu, un groupe d'individus qui a la capacité de censurer des transactions, de pouvoir bloquer vos fonds, de vous empêcher de retirer votre argent comme vous le souhaitez, ou qui fait faillite, ou s'il y a une faille de sécurité, derrière, vous pouvez perdre gros, surtout quand on parle d'argent. Et l'avantage d'un système décentralisé, c'est que là, derrière, même quand on est avec des individus qui ne se connaissent pas forcément, il n'y a pas un seul et unique individu ou un groupe de personnes qui a la capacité de pouvoir prendre une décision au détriment de tous les autres. Ce qui rajoute une résilience supplémentaire et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir le système tel qu'on le connaît aujourd'hui dans l'écosystème crypto et plus spécifiquement sur le Bitcoin. Donc la crypto-monnaie, ça permet en général de stocker, d'envoyer et de recevoir de la valeur sans l'utilisation d'intermédiaires et en ayant un système, encore une fois, décentralisé et résistant à la censure. C'est vraiment ça le plus important. Elles permettent à chaque individu de reprendre en main leur souveraineté monétaire en éliminant, bien évidemment, les intermédiaires. Les réseaux de crypto-monnaies sont aujourd'hui immuables. Alors quand je parle des réseaux de crypto-monnaies, vous avez compris que je parle encore une fois du Bitcoin. Là, j'essaie de parler de manière générale sur la proposition de valeur des crypto-monnaies, mais aujourd'hui, je pense que vous le savez, mais il y a beaucoup de réseaux de crypto qui ne sont pas aujourd'hui immuables, qui ne sont pas décentralisés. Donc là, quand je parle de crypto-monnaies, encore une fois, je le répète, mais je parle vraiment des crypto-monnaies qui ont ces propositions de valeur. Et là, pour le coup, on va reprendre, pour exemple, le Bitcoin. Donc si on prend le cas du Bitcoin, c'est un réseau de crypto-monnaie qui est aujourd'hui immuable, qui ne peut pas être altéré ni supprimé. Les transactions sont immuables et rendent très difficile, voire impossible, la manipulation des données qui sont stockées sur la blockchain. C'est de là en fait d'où vient le concept de résistance à la censure et d'immuabilité des informations, puisque on va le voir un petit peu plus tard quand je parlerai du concept blockchain et je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. Mais l'idée, c'est que les informations, quand vous faites une transaction avec une personne, une fois que cette transaction elle est inscrite au niveau de la blockchain, l'idée c'est que quelqu'un derrière ne soit pas capable d'altérer ou de modifier ces informations qui sont présentes sur les blocs. Parce qu'imaginons que sur votre portefeuille, vous ayez par exemple 10 bitcoins, vous en envoyez un à un ami à vous, par exemple, pour échanger contre un produit ou un service particulier, et imaginez que vous reveniez dans 3 semaines et quelqu'un a eu la capacité d'altérer finalement les relevés de compte de chaque utilisateur et par exemple le vôtre, vous vous retrouvez demain avec 5 bitcoins alors qu'au final vous en aviez 9 au début, ça peut poser tout un tas de problèmes. Donc pour avoir ce concept de résistance à la censure et d'immuabilité, il y a tout un système qui a été mis en place que je vais vous expliquer un petit peu plus tard et qui rend impossible la manipulation des données. Donc une fois que ces données elles sont inscrites sur la blockchain native, là pour le coup celle du Bitcoin, on n'a pas la capacité de pouvoir modifier ces informations qui sont présentes à l'intérieur, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un système qui leur permet de stocker de la valeur à travers l'espace et le temps sans l'utilisation d'intermédiaires et sans la capacité à ce qu'un gouvernement ou une entité supérieure juridique puisse avoir une information, puisse avoir la capacité de modifier ces informations d'une manière ou d'une autre. Ça nous permet d'avoir un pouvoir supplémentaire pour gérer notre capital et notre argent vraiment comme on le souhaite. Donc sur un réseau de crypto-monnaies, tout le monde a la capacité de vérifier l'argent détenu pour chaque participant.
Certains acteurs, les mineurs, sont capables de valider les transactions et d'ajouter régulièrement ces informations sur un registre public qu'on appelle la blockchain. Donc en fait, la blockchain, beaucoup de gens vous disent « Ah, c'est une technologie remarquable », c'est juste un moyen de stocker de l'information. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ces termes un peu pour vous montrer qu'ils ont une super technologie. Non, attention, la blockchain, c'est juste un moyen de stocker de l'information. Et pourquoi on utilise le système blockchain pour stocker de l'information alors qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui sont nettement plus efficaces et plus rapides que le système blockchain pour stocker de l'information, tout simplement parce que ce système blockchain, on en parlera plus tard, nous permet d'avoir ce côté résistance à la censure que je vous ai évoqué un peu plus tôt. Si on n'utilisait pas le système blockchain pour stocker de l'information, on n'aurait pas ce côté résistance à la censure, ce qui est vraiment ce qu'on recherche, si vous voulez, quand on est dans le domaine crypto. Donc ça, c'est vraiment super important de le comprendre et de ne pas non plus vous faire avoir. Donc ce qu'on appelle les mineurs, c'est des personnes, des groupes de personnes, même maintenant plutôt des entreprises dans le cas de Bitcoin, qui vont payer des machines souvent très très chères et très spécialisées pour valider les transactions. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que pour le cas de Bitcoin, toutes les 10 minutes, on va avoir un gros problème mathématique que les mineurs devront résoudre. Alors plus il y a des mineurs, plus il y a de la compétition et plus c'est difficile de trouver une solution à ce problème mathématique. Et il va y avoir une compétition entre les mineurs pour celui qui va trouver le plus rapidement possible cette solution mathématique qui aura été proposée. Et le premier qui va trouver cette solution, si jamais cette solution est la bonne et que ça a été validé par l'ensemble des autres utilisateurs, des autres mineurs, ça va donner cette capacité finalement à ce mineur qui aura trouvé la solution de valider le dernier bloc et de l'ajouter vraiment sur la blockchain. Ça pareil, on en parlera un petit peu plus tard, qui va lui permettre d'être rémunéré tout simplement pour son travail. Et donc le mineur, il va être rémunéré de deux manières différentes. Déjà avec les frais de transaction qui sont payés par des utilisateurs comme vous et moi, et enfin par des nouveaux bitcoins qui seront émis tout simplement en circulation. Sachant que tous les 4 ans, on a un événement qu'on appelle le halving, pareil qu'on présentera un petit peu plus tard, qui réduit l'émission des nouveaux bitcoins qui sont mis en circulation donc par 2. Donc c'est un peu toujours une histoire d'offre et de demande. Et donc si chaque année vous divisez par 2 l'offre qui est mise en circulation, admettons que la demande reste identique, voilà, si chaque année, si tous les 4 ans on divise par 2 l'offre mais que la demande reste identique voire augmente, forcément le cours de la crypto-monnaie est amené à augmenter. Et donc derrière c'est un petit peu cette mécanique là qui fait qu'on a eu un écosystème qui s'est créé très rapidement avec une croissance en termes de prix qui est monstrueuse, parce que derrière, justement, ces épisodes de halving ont joué un rôle important dans la croissance et le développement de tous les écosystèmes que je vous ai évoqués un petit peu plus tôt. Donc, c'est ce que je vous ai mis à l'écran, les acteurs, ces mineurs, sont capables de valider les transactions et d'ajouter régulièrement ces informations sur un registre public qui est appelé aujourd'hui la blockchain. Chaque participant qui souhaite effectuer une transaction doit payer des frais pour que son action soit prise en compte. Plus on va payer des frais importants, plus on va avoir une propension, ou en tout cas une capacité importante à avoir notre transaction qui sera validée et sélectionnée rapidement par les mineurs. Parce que mettez-vous à leur place, vous avez quelqu'un d'un côté qui va être prêt à payer, 3 centimes pour que sa transaction soit validée, et de l'autre, vous avez quelqu'un qui est prêt à payer 3 euros pour que sa transaction soit validée. Vous êtes mineur, vous allez sélectionner ceux, et en priorité ceux qui sont prêts à payer plus cher. C'est pour ça que souvent, quand on a beaucoup de personnes qui rejoignent un réseau et qui veulent faire des transactions, on a une augmentation du coût des transactions, parce que derrière, il y a une sorte d'enchère qui se met en place au niveau des utilisateurs, entre ceux qui veulent avoir leurs transactions qui soient validées rapidement et qui sont prêts à payer plus cher, et à l'inverse, ceux qui sont prêts à attendre plus longtemps, quitte à payer moins cher, et voir peut-être leur transaction être validée dans plusieurs minutes ou plusieurs heures, dans le cas où on ne paye pas suffisamment cher. Donc ça, c'est super important de le comprendre, et vraiment comprendre que derrière, la grosse plus-value aussi du secteur des crypto-monnaies, et pour le cas vraiment de Bitcoin, c'est que tout le monde aujourd'hui a la capacité de vérifier l'argent qui est détenu sur chaque participant et vérifier l'authenticité vraiment de la blockchain, des informations qui sont présentes dessus. On parle vraiment là pour le coup d'une blockchain qui va être transparente, puisque tout le monde aura la capacité de vérifier les actifs qui sont détenus pour chaque participant, mais vous allez avoir des personnes souvent mal informées ou de mauvaise foi qui vont vous dire la crypto-monnaie, par exemple Bitcoin, sert à blanchir de l'argent, sert
sert pour le financement du terrorisme. Et si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué depuis le début, vous comprenez bien qu'une blockchain, en tout cas qu'un système comme Bitcoin qui inscrit de manière indélébile et de manière immuable sur un système qui est transparent et accessible à tout le monde les informations de ce réseau-là et de cette plateforme de confiance, c'est absolument pas un super moyen pour pouvoir blanchir de l'argent et pour financer le terrorisme, puisque si vous ne vous faites pas attraper aujourd'hui, vous aurez une forte probabilité de vous faire attraper demain. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui le montrent, que l'outil et le moyen le plus efficace pour pouvoir blanchir de l'argent, c'est pas avec le Bitcoin, c'est tout simplement aujourd'hui avec les devises fiat comme l'euro et surtout le dollar. D'ailleurs, vous pourrez vous amuser à regarder un petit peu sur Internet les amendes énormes qu'ont eu des grosses banques comme JP Morgan, comme HSBC, etc. ces derniers temps, puis ces dernières années, à cause justement du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent, etc. Et là, pour le coup, ça a véritablement été prouvé. Aujourd'hui, il y a des entreprises comme Chain Analysis qui sont des entreprises qui analysent de manière objective les informations qui sont présentes aujourd'hui sur ces blockchains transparentes, comme Bitcoin, Ethereum et tout un tas d'autres, et qui ont montré qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies étaient très 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 peu utilisées pour le blanchiment d'argent et pour le financement du terrorisme. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, encore une fois, il n'y a aucun système qui est parfait, mais on parle là pour le coup d'une technologie, donc une technologie, c'est pas bien, c'est pas mal, ça dépend de ce qu'on va en faire. C'est un peu comme ceux qui vont vous dire tiens, cette personne-là, elle a par exemple utilisé une voiture pour voler de l'argent dans une banque, donc on va interdire toutes les voitures. Bah non, on peut très bien utiliser la voiture pour aller faire des choses bien, je sais pas, aller au travail, pour aller rencontrer et puis voir des amis, pour aller visiter sa famille, peu importe. Donc d'ailleurs, encore une fois, c'est un outil, c'est une technologie, donc c'est pas bien, c'est pas mal, ça dépend de la manière dont on va être en mesure de les utiliser. Et donc vraiment, soyez vigilants, soyez attentifs et ayez un esprit critique et surtout prenez du recul par rapport aux informations que vous pourrez retrouver sur Internet, notamment sur la plupart des journaux mainstream qui, pour la plupart d'entre eux, sont soit de mauvaise foi, soit ne maîtrisent clairement pas leur sujet. Et donc, c'est vraiment important aujourd'hui de se former à ces questions-là et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on pourra retrouver sur des journaux connus, mainstream, et qui sont lus quand même par pas mal de personnes aujourd'hui. Un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je vous avais parlé du système d'enchères, notamment au niveau des différents frais de transaction qui sont payés, pour le coup, dans l'exemple que je vous avais donné dans le cas de Bitcoin. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer un nombre infini de transactions toutes les 10 minutes sur chaque bloc, parce que chaque bloc aujourd'hui a une durée pour être validée et inscrite sur la blockchain de 10 minutes. Donc derrière, faut savoir que plus on va avoir des personnes qui veulent effectuer des transactions et qui veulent que leurs transactions soient effectuées rapidement, plus on va avoir des personnes qui vont être amenées à payer plus cher ou augmenter les frais de transaction pour avoir une capacité à voir leurs transactions être validées plus rapidement possible, alors que d'autres seront prêts à peut-être attendre un peu plus longtemps, quitte à payer moins cher leurs frais de transaction. Et ce qu'on remarque, là, je vous ai mis à l'écran les frais de transaction au fur et à mesure du temps, sur un site qui s'appelle ychart.com, vous pourrez le retrouver librement sur Internet. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on a des augmentations de frais comme ça, de transactions sur l'écosystème Bitcoin, à chaque fois, ça a quand même énormément suivi les différentes bulles spéculatives, ou en tout cas les pires moments, j'ai envie de dire, pour investir. On voit là, fin 2017, début 2018, on a eu une explosion des frais de transaction sur la blockchain Bitcoin, et c'était pile au moment où le Bitcoin était à l'époque à son précédent plus haut et tout le monde voulait s'en procurer. Pareil, sur fin 2021, début 2022, ça a été des augmentations astronomiques en termes de prix, et c'est justement à ces niveaux-là où on a eu des frais de transaction relativement importants. Donc ça peut être un point intéressant pour vous à acheter un coup d'œil et de regarder si lorsque vous voulez absolument vous procurer par exemple du Bitcoin, est-ce que c'est un moment où on paye très cher les frais de transaction historiquement parlant, ou est-ce qu'on se situe comme à l'heure où je tourne cette vidéo à des niveaux quand même relativement bas ou relativement acceptables par rapport à ce qu'on a pu avoir sur des périodes très spéculatives comme fin 2021, début 2022 et puis fin 2017, début 2018. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de blockchain. Blockchain, c'est quoi? C'est une base de données. C'est tout simplement une technologie de stockage ou de transmission d'informations. Donc bloc, ça réfère à un bloc d'informations. Et chain, ça veut simplement dire c'est un nouveau bloc d'informations qui est ajouté à la suite d'une séquence de blocs, d'où le terme chaîne de blocs, blockchain, tout simplement. Donc on utilise la blockchain pour avoir la caractéristique de résistance à la censure, donc pas la peine d'aller chercher bien plus loin. La blockchain, c'est juste une base de données, c'est un moyen de stocker de l'information. Et on utilise
utilise ce moyen de stocker de l'information pour aller rechercher la caractéristique de résistance à la censure. Mais la technologie blockchain, entre guillemets, n'a rien de révolutionnaire en soi, puisque aujourd'hui, si c'est juste pour stocker de l'information, ce qui a été le cas notamment en 2017 avec beaucoup de projets qui se disaient révolutionnaires parce qu'ils utilisaient le terme blockchain, sauf qu'aujourd'hui, si vous n'avez recherché pas le côté résistance à la censure, vous n'avez aucun intérêt à utiliser, entre guillemets, la technologie blockchain, puisque derrière, c'est lent, ça coûte cher, c'est fastidieux, c'est pas rapide, etc., etc. Vous avez des moyens aujourd'hui bien plus sophistiqués et bien plus simples et efficaces pour stocker des informations sur Internet ou sur un ordinateur ou peu importe. Donc là, derrière, il faut bien comprendre que quand on utilise le système blockchain, c'est un moyen de stocker de l'information, mais vraiment, encore une fois, pour aller chercher cette caractéristique de résistance à la censure. Donc là, j'ai pas forcément envie de vous perdre avec des détails trop techniques, mais sachez que ce que vous voyez ici, ça représente à chaque fois un bloc. Donc on a le bloc 64, le bloc 65, 66, 67. Chaque bloc est ajouté sur cette suite de chaînes de blocs qu'on appelle la blockchain toutes les 10 minutes pour le cas de Bitcoin. Et à l'intérieur, on va retrouver pas mal d'informations et notamment toutes les transactions qui auront été validées sur les 10 minutes précédentes et qui auront pu être inscrites tout simplement dans ces blocs. Donc on va voir par exemple Jacques qui a reçu 3 bitcoins de la part de Marie, Marie qui a envoyé 3 bitcoins à Jean, etc., etc. Et donc toutes les 10 minutes, on va refaire un état des lieux de qui a quoi à l'instant T. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas s'amuser à modifier les informations, par exemple, du bloc 64, parce qu'à partir du moment où je vais modifier le bloc, enfin une information, peu importe la nature, dans le bloc 64, ça va modifier le hash du bloc 64, qui est en fait une fonction de hachage qui va permettre de crypter les informations de manière très spécifique de ce qui est présent en fait dans ce bloc-là. Et vu que ce hash, il est utilisé dans le bloc suivant, qui va être utilisé pour le hash du bloc 65 qui va être ajouté, etc. En fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si je m'amuse, moi, en tant que mineur ou en tant qu'acteur malveillant, à modifier une information sur un bloc, ça va invalider tous les blocs qui vont suivre, et donc ça sera repoussé et réfuté par rapport au réseau. Donc ça, c'est vraiment super important de le comprendre, et donc on ne peut pas s'amuser à changer les informations n'importe comment. Pour tous ceux qui veulent comprendre vraiment en détail, de manière spécifique, comment fonctionnent les différents algorithmes de hachage, la fonction de hachage pour la blockchain Bitcoin, on a fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube pour vous expliquer concrètement comment ça fonctionnait, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si jamais en tout cas ces critères techniques vous intéressent. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que sur un bloc, en réalité, on va noter qui a quoi, quelles sont les transactions qui auront été validées, on va les ajouter à une précédente suite de blocs et on ne peut pas s'abuser à changer les informations qui sont présentes dessus, puisque si on s'abuse à changer une information, ça va invalider en fait toute la suite des blocs suivants, et ça sera réfuté par les acteurs qui peuvent, je vous le rappelle, vérifier à l'instant T toutes les transactions qui sont validées et la qualité en fait des informations qui sont stockées sur la blockchain. Si on se rend compte qu'il y a un ou plusieurs acteurs malveillants, on peut les repousser du réseau, on peut invalider les blocs qu'ils auront pu tout simplement miner de leur côté, et si du coup des mineurs qui ont miné des faux blocs ou qui ont essayé de manipuler un petit peu le réseau auront utilisé de l'énergie, auront utilisé des ressources énergétiques et puis des ressources économiques importantes pour valider ces blocs, parce qu'encore une fois c'est pas gratuit, et du coup ça sera réfuté par le réseau, et donc c'est des mineurs au final qui ne gagneront pas l'argent, qui en auront perdu, et donc derrière il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ces personnes-là à faire n'importe quoi non plus au niveau du réseau. Donc il y a toute une incitation économique et tout un écosystème qui fait que on arrive aujourd'hui à avoir un consensus avec des transactions qui peuvent être validées sans l'utilisation d'intermédiaires et sans avoir des participants qui se connaissent les uns des autres, et en repoussant de la meilleure manière possible les acteurs tout simplement malicieux et pernicieux. Donc ça c'est super important de le comprendre. Les mineurs de crypto-monnaie, je l'évoquais un petit peu plus tôt, mais je voulais vous donner des informations supplémentaires dans la suite de cette vidéo. Donc c'est des personnes qui sont chargées de vérifier la validité des transactions sur le réseau de crypto-monnaie. Donc là c'est pour les crypto-monnaies qui fonctionnent avec le proof of work, donc la preuve de travail, ou le minage de crypto-monnaies, comme par exemple pour le cas de Bitcoin. Ils utilisent des appareils spécialisés et beaucoup d'énergie pour résoudre des calculs mathématiques complexes et obtenir des récompenses. Et là, attention aussi aux informations que vous pourrez retrouver sur Internet, parce que vous allez retrouver beaucoup de médias ou de journaux plus ou moins spécialisés qui vont vous dire que le minage ça pollue, que ça utilise une quantité astronomique d'énergie, et c'est vrai que ça utilise beaucoup d'énergie, mais il faut comprendre un petit peu comment ça se passe véritablement derrière pour éviter d'avoir un jugement qui est trop hâtif. Notamment pour le cas de Bitcoin, si vous analysez les données aujourd'hui qu'on est capable de retrouver librement sur Internet avec ce qu'on appelle le Mining Council, qui a été fondé je crois par Michael Saylor et qui permet d'apporter plus de transparence sur comment fonctionnent les différents appareils de minage. Aujourd'hui on a 70% de l'énergie qui est utilisée par les appareils de Bitcoin, qu'on appelle les ASIC,
qui proviennent d'énergie renouvelable. Alors il y en a toujours 30% qui proviennent notamment de centrales à charbon, etc. Mais voilà, c'est pas un système parfait, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est très loin en tout cas de ce qui est aujourd'hui peint comme schéma ou comme représentation sur la plupart des journaux mainstream. Donc soyez vraiment très vigilants par rapport à ça. Et en plus de ça, il faut comprendre que pour les mineurs de Bitcoin, leur objectif n'est pas d'utiliser de l'énergie qui est normalement utilisée pour éclairer chez vous ou pour chauffer tout simplement votre appartement. Parce que ça, c'est une source d'énergie qui coûte très très cher. L'objectif des mineurs, pour être compétitif, parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'ultra compétitif, c'est d'avoir la capacité d'acheter des appareils qui soient le moins cher possible, qui soient les moins énergivores possibles, et qui permettent vraiment d'utiliser de la meilleure manière possible l'énergie pour procéder à cette activité tout simplement de minage. Mais en plus de ça, là où ils seront en mesure de trouver l'énergie qui soit la moins chère possible, c'est souvent de l'énergie qui est déjà produite mais qui n'est pas utilisée et qui de toute façon était perdue. Donc c'est un petit peu comme les mineurs, il faut les voir un peu comme les charognards de l'énergie, quoi. Ils vont aller chercher de l'énergie un peu de partout dans le monde, là où c'est produit souvent en surplus et là où le coût au kilowattheure va être extrêmement faible. Et c'était de toute façon de l'énergie qui était perdue à la base. Donc il y a un intérêt aujourd'hui à utiliser Bitcoin parce que ça récupère cette énergie qui était normalement perdue, on est capable de le transformer en un système décentralisé, résistant à la censure, pour stocker, recevoir et envoyer tout simplement de la valeur à travers l'espace et le temps, ce qui est quand même une technologie remarquable. Donc vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir. Est-ce que c'est un système parfait? Non, encore une fois. Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Oui, bien sûr, mais attention aux informations que vous pourrez retrouver sur Internet où des fois la plupart des gens ne maîtrisent absolument pas ce qu'elles disent. Donc les mineurs, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, elles sont récompensées de deux façons différentes. Avec l'émission de nouvelles crypto-monnaies, donc par exemple l'émission de nouveaux bitcoins, et puis les frais de transaction qui sont payés par des personnes comme vous et moi. La seule manière pour les mineurs d'ajouter de nouvelles crypto-monnaies en circulation, c'est vraiment d'ajouter un nouveau bloc sur la blockchain. Comme je vous l'avais expliqué, toutes les 10 minutes, par exemple pour le cas du bitcoin, on va avoir un problème mathématique qui va être plus ou moins compliqué à résoudre. Plus on va avoir des mineurs, plus ça va être difficile à résoudre, et donc plus il va falloir des appareils de minage et de l'énergie pour pouvoir y répondre. Et une fois qu'on a trouvé une solution, on va dire, bah moi j'ai trouvé une solution, on va montrer cette solution à l'ensemble du réseau qui va vérifier que cette solution mathématique est bien la bonne. Si c'est la bonne et qu'on est les premiers à trouver finalement cette solution-là, on va avoir le droit et la possibilité de rajouter un bloc à cette suite de chaînes de blocs que je vous ai évoqué, pareil un petit peu plus tôt. Et donc en faisant ça, en ajoutant ce bloc à cette chaîne de blocs, on va recevoir les bitcoins qui sont émis en circulation, qui diminuent tous les 4 ans avec cet épisode de halving, et les frais de transaction qui sont payés par des utilisateurs comme vous et moi. La plupart des individus utilisent des pools de minage comme NiceHash par exemple pour avoir des récompenses plus régulières et plus prédictibles. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir avoir des revenus qui soient réguliers, surtout si vous n'avez pas des millions et des millions à investir dans on va dire dans des appareils de minage comme par exemple les ASIC pour Bitcoin. À l'époque où l'écosystème Bitcoin s'est lancé, à l'époque de Satoshi Nakamoto, tout le monde avait la capacité de pouvoir miner du Bitcoin avec son simple ordinateur, mais aujourd'hui c'est clairement plus le cas. Il faut vraiment des appareils ultra spécialisés, et donc même si aujourd'hui vous avez plusieurs appareils, il y a une compétition qui est telle que c'est compliqué d'avoir des revenus réguliers si vous ne mettez pas en commun votre puissance de calcul, tout simplement. Donc au lieu de se dire, il y a des personnes qui ont essayé de faire un peu leur chemin de leur côté, mais il y a aussi une part de chance, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont arriver à valider plusieurs blocs alors qu'ils ont peu de puissance de calcul. Plus on a de puissance de calcul, plus on a une probabilité importante de valider des blocs, mais on est en compétition avec des gens qui ont peut-être un coût au kilowattheure qui est plus faible que nous, ou qui ont la capacité d'acheter des appareils de minage moins chers, etc., etc. Et donc tout ça, ça rajoute une complexité et une compétition qui est vraiment extrême sur l'écosystème Bitcoin. Et donc il y a eu cette propension à créer ce qu'on appelle des pools de minage. Donc au lieu de se dire je vais valider les blocs de mon côté ou je vais essayer de trouver les récompenses de mon côté, on va mettre notre puissance de calcul ensemble, comme ça on aura plus de probabilité et de chances de valider les blocs, et puis après les récompenses on va se les partager au prorata de la puissance de calcul qu'on aura mis à disposition du réseau. Voilà, si moi j'ai apporté 10% de la puissance de calcul par rapport à ce pool de minage, à chaque fois qu'il y a un bloc qui sera validé, je vais toucher 10% des récompenses, ce qui permet d'avoir des résultats et des récompenses plus prédictibles, et donc de créer un business model, un business plan, pouvoir réinvestir, emprunter peut-être de l'argent à la banque, etc., etc. Créer vraiment
une véritable entreprise. Donc là pareil, c'est pour votre culture générale, je ne suis pas persuadé que vous avez tous envie de devenir des mineurs, mais c'est important quand même d'avoir ces éléments-là en tête. Donc il y a vraiment deux gros mécanismes de consensus, il y en a bien évidemment plein d'autres, mais il y a deux grosses classes de consensus qui existent aujourd'hui. On a le proof of work d'un côté, donc la preuve de travail ou le minage de crypto-monnaie, qui est le cas pour Bitcoin, que je vous ai évoqué un petit peu plus tôt, et qui pose tout un tas de problèmes en termes de décentralisation, parce qu'avec les pools de minage, on va centraliser, si vous voulez, la puissance de calcul, et donc ça, pour certaines personnes en tout cas, ça peut poser des problèmes, mais aussi parce que les utilisateurs comme vous et moi, par exemple, aujourd'hui n'ont plus la capacité de pouvoir participer au minage parce que c'est pas profitable pour eux, et parce qu'aujourd'hui ça s'est vraiment industrialisé avec la croissance et l'émergence de cette nouvelle classe d'actifs. Donc il y a de nouveaux mécanismes de consensus qui se développent petit à petit et auxquels Ethereum a souscrit dernièrement. L'Ethereum 1.0 donc fonctionnait avec le Proof of Work, ensuite avec Ethereum 2.0 on est passé sur le Proof of Stake. Le Proof of Stake c'est quoi? On s'est dit, en fait on se dit que toute l'énergie et tout ce qui est utilisé comme appareil de minage, c'est trop énergivore et c'est trop compliqué à gérer et ça peut poser certains problèmes au niveau de la gestion de l'écosystème. Donc on va créer un nouveau système de consensus, et là, pour que le réseau nous fasse confiance et pour qu'on puisse valider les transactions, il faut qu'on détienne un certain nombre de crypto-monnaies. Pour le cas d'Ethereum, par exemple, pour avoir un nœud et pour pouvoir valider les transactions, il faut qu'on ait au minimum 32 Ethers, donc ça représente quand même une certaine somme, et donc par défaut, vu qu'on a acheté et qu'on a utilisé notre propre argent pour détenir un certain nombre de crypto-monnaies, et ce nombre de crypto-monnaies c'est quand même relativement important en fonction des différents réseaux, on a une incitation économique et donc on n'a pas forcément d'intérêt à valider n'importe quel type de transaction. Parce que si je valide pas une transaction alors que je devrais le faire, là le réseau va me slasher, on appelle c'est une activité de slashing. Donc le slashing c'est, moi si je dépose 32 Ethers et que je valide pas une transaction ou que mon nœud est hors ligne alors qu'il devrait être en ligne pour valider les transactions, on va me prendre une partie des Ethers que j'ai déposés en collatéral. En fait c'est comme aujourd'hui quand vous faites un emprunt à la banque pour investir dans l'immobilier, la banque elle sait qu'elle va récupérer l'argent parce qu'elle va mettre en hypothèque elle va prendre en collatéral en fait le bien immobilier que vous allez acheter, et donc si demain vous remboursez pas votre prêt, elle va récupérer de toute façon l'argent que vous avez déposé dans votre bien immobilier, parce qu'elle va vendre le bien et elle va récupérer l'argent comme ça. En fait, c'est un peu la même chose avec le Proof of Stake. Donc en fait, dans le Proof of Work, pour que le réseau nous fasse confiance, il faut qu'on achète des gros appareils de minage très sophistiqués, et ça s'est vraiment industrialisé, et puis là, il va falloir créer des infrastructures, utiliser de l'énergie, etc., etc. Avec le Proof of Stake, là derrière, pour que le réseau nous fasse confiance, il faut qu'on détienne un certain nombre de crypto-monnaies, on va déposer en collatéral nos crypto-monnaies, et donc si on fait n'importe quoi, on va nous slasher, on va nous prendre une partie de ces crypto-monnaies-là. Donc on a plutôt intérêt à faire les choses correctement. Mais voilà, il y a toujours les deux écoles qui s'affrontent, entre ceux qui vont dire le Proof of Work, c'est ce qui est le plus décentralisé, d'autres qui vont vous dire que le Proof of Stake, c'est aujourd'hui l'avenir et qu'il n'y a plus d'intérêt à utiliser de l'énergie dans le Proof of Work, et il faudrait mieux s'orienter vers le Proof of Stake. Il y a comme à chaque fois des avantages, des inconvénients, c'est jamais tout blanc, tout noir. Je vous laisserai faire des recherches plus approfondies là-dessus si ça vous intéresse, ou regarder des vidéos spécifiques qu'on a fait aussi sur notre chaîne, véritablement à ce sujet, si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus. Mais en tout cas, sachez qu'il existe aujourd'hui vraiment ces deux gros mécanismes de consensus. Il y a des sous-catégories comme le Delegated Proof of Stake, etc., etc. Mais voilà, je ne rentre pas forcément en détail dans cette vidéo, il faut déjà que vous arriviez à connaître tout ça. Vous vous souvenez un petit peu plus tôt, je vous avais parlé des différents épisodes de halving. Donc le halving, je le rappelle, c'est la division par deux de l'émission des nouveaux bitcoins qui sont mis tout simplement en circulation. Donc les 4 premières années, on avait 50 bitcoins qui étaient émis toutes les 10 minutes pour récompenser les mineurs pour valider les transactions. À partir du premier halving, on est passé à 25, ensuite on est passé à 12,5, après on est passé à 6,25, etc., etc. Et ça va continuer d'être divisé par deux jusqu'à arriver à un moment donné où on aura émis tous les bitcoins en circulation. Et je vous rappelle que le maximum de bitcoins qu'on pourra avoir en circulation, c'est 21 millions. Après, il y en aura plus un de plus qui pourront être émis et qui pourront être rajoutés en circulation. Donc là, on voit qu'à chaque fois qu'on divise par deux l'offre qui est mise en circulation, ça a été synonyme, en tout cas historiquement parlant, d'un bull run ou d'une reprise importante de la tendance haussière. Et vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit les bitcoins ou les altcoins, donc les autres crypto-monnaies, ça suit quand même pas mal le cours du bitcoin. Donc quand le coût bitcoin augmente, on a les altcoins, donc les autres crypto-monnaies qui sont moins liquides et plus volatiles, qui vont également aussi prendre de la valeur de manière plus importante que pour le bitcoin. Et inversement, quand on a une grande correction sur le bitcoin, la plupart du temps,
on a la grosse majorité des altcoins aussi qui vont continuer de perdre de la valeur de manière plus significative et plus importante que pour le Bitcoin. Et donc ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, donc le premier halving, on a eu un premier halving en 2012, on en a eu un autre en 2016, on en a eu un autre en 2020. Là, c'est une ancienne image, mais peu importe, c'est que vous ayez l'idée en tête. Et à chaque fois, ça a été significatif, en tout cas en termes de performance, et ce qui a permis en grande partie aussi à faire connaître le marché crypto, parce que les gens sont là aujourd'hui pour gagner de l'argent. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous vous intéressez à la crypto-monnaie et que vous avez aussi envie de gagner de l'argent. Et donc en l'occurrence, si on n'avait pas eu de performance de prix aussi importante, la plupart des gens, à mon avis, n'auraient jamais entendu parler des crypto-monnaies. Donc ça a aussi un moyen pour driver l'adoption et permettre aux gens d'entendre parler de ces nouveaux écosystèmes. Parmi les sites les plus connus dans lesquels vous allez pouvoir retrouver toutes les crypto-monnaies qui sont référencées, ou en tout cas la grosse majorité d'entre elles, c'est notamment le site de CoinMarketCap. Donc sur CoinMarketCap, on va référencer par défaut les crypto-monnaies en fonction de leur market cap, donc leur capitalisation de marché. Et donc la capitalisation de marché, elle est calculée comment? On va simplement multiplier l'offre en circulation que vous voyez ici par le dernier cours de la crypto-monnaie auquel elle a été achetée ou vendue à l'instant T. Donc là, pour trouver le market cap ici, on va multiplier 19 312 518 multiplié par 21 720,34 $. Et on va retrouver le market cap. Et donc là, on va classer en fait les crypto-monnaies en fonction tout simplement de leur market cap. Donc on va retrouver pas mal d'informations. On va retrouver le dernier prix. On va retrouver les fluctuations sur la dernière heure, les dernières 24 heures, les 7 derniers jours, le market cap, le volume sur les dernières 24 heures, l'offre en circulation et puis là, un petit graphique. Si vous cliquez dessus, on va retrouver encore plus d'informations. On va retrouver l'offre maximale, donc les 21 millions que je vous avais évoqué un peu plus tôt, l'offre totale dans laquelle, qu'on retrouve tout simplement aujourd'hui. Là, vous pouvez retrouver le graphique, donc soit sous forme linéaire classique, soit sous forme logarithmique, que je vous invite quand même à voir. Les crypto-monnaies en général, vous les regardez plutôt sous forme logarithmique parce que en forme linéaire, en fait, vous avez l'impression tout de suite que c'est une bulle et que ça va aller à zéro. Mais on va dire, c'est un système qui est tellement explosif en termes de cours que derrière, en tout cas pour moi, ça n'a pas de sens de le regarder sous forme linéaire. Mettez-le vraiment toujours sous forme logarithmique. Si vous cliquez sur tout, derrière, vous allez pouvoir voir du coup le cours et vous voyez que malgré le fait à chaque fois qu'on a des bulles, des corrections, à chaque fois on a eu un redéplacement de notre précédent plus haut. Et là, le cours qu'on voit ici, ça s'arrête à 2013. On pourrait remonter jusqu'à 2009, là où on a eu, janvier 2009, c'est là où on a eu le Genesis Block, donc la première transaction Bitcoin qui a été validée. Et vous verrez qu'en fait, ça fait à chaque fois des cycles et que c'est quand même rythmé à chaque fois par les différents épisodes de halving. Si vous cliquez ici sur l'onglet marché, vous allez pouvoir retrouver toutes les plateformes d'échange. Je vous en montrerai quelques-unes par la suite, notamment Binance et Kraken, où vous pourrez vous procurer notamment du Bitcoin. Vous pourrez retrouver ici des historiques de données, donc les derniers cours, les actualités, les estimations de prix, etc. C'est pas forcément ultra intéressant, mais vous avez pas mal d'informations ici. Là, vous allez avoir un chat que franchement, je ne regarde pas. Et puis là, juste en dessous, vous allez avoir un descriptif plus ou moins intéressant. En tout cas, là, pour le coup, je trouve qu'il est quand même assez significatif de la crypto-monnaie que vous pouvez étudier. Donc, si vous jetez un petit coup d'œil juste en dessous, vous aurez le descriptif de la crypto-monnaie. Là, vous aurez pas mal d'informations supplémentaires en cliquant sur voir plus. Donc, vous avez les fluctuations de prix, la dominance du marché. Donc, aujourd'hui, le marché crypto est représenté à plus de 42% par du Bitcoin, tout simplement. Si vous allez un petit peu plus bas, vous voyez les performances depuis que ce graphique est présent, donc depuis 10 ans, depuis le 5 juillet 2013. En 10 ans, si vous aviez juste fait du buy and hold, vous auriez acheté du Bitcoin à 65 $. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça vaut 21 718. Bon, voilà, en moyenne, le Bitcoin a fait des performances quand même remarquables. Donc voilà, d'où l'intérêt un petit peu aussi de s'intéresser aux crypto-monnaies et de comprendre aussi les risques qui sont liés à ces nouvelles technologies. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. En tout cas, sur CoinMarketCap, il y a des choses très intéressantes que vous pourrez être amené à récupérer. Vous avez le classement des crypto-monnaies par market cap de manière générale, mais après, vous pouvez les classer aussi par catégorie. Il y a par exemple la finance décentralisée. Vous pouvez regarder les principales crypto-monnaies au niveau de la finance décentralisée, au niveau des NFT, donc les tokens non fongibles, le métavers, l'écosystème Polkadot, la Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, bref, il y a énormément de choses que vous pourrez être capable de faire. Après, il faut que vous soyez quand même aussi un petit peu plus curieux, enfin, vous soyez quand même curieux
et que vous ayez envie d'aller plus loin, d'apprendre et de vous poser tout un tas de questions. Là, je vous montre un petit peu ces différents outils, comment vous pourrez être amené à les utiliser, mais après, à vous d'y aller dessus, à vous d'aller rechercher les informations ou de nous poser des questions si vous avez des points qui ne sont pas clairs pour vous. Voilà, après, il faut être aussi proactif dans le secteur crypto. C'est un domaine qui évolue très, très, très régulièrement. Il y a énormément de modifications. Nous, on y est tout le temps dessus. Ça fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait plus de 5 ans que j'investis dans le domaine des cryptos comme Mickaël. Et voilà, on continue encore d'en apprendre énormément. On est dessus tous les jours parce qu'on est passionné par ça. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ce ne soit pas le cas. Mais néanmoins, voilà, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez apprendre et si vous voulez aller plus loin dans le domaine des cryptos, c'est vraiment important de se former et encore une fois de suivre aussi les bonnes personnes. Même si je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse, on peut se poser la question, qu'est-ce qui donne la valeur d'une crypto-monnaie? Puisqu'il y a beaucoup de gens pour qui ça fait peur, qui se disent la crypto-monnaie, ça repose sur rien, d'où provient la valeur, etc., etc. Donc, c'est ce que je vous ai mis à l'écran. Pour tout actif, ce qui va déterminer sa valorisation, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Plus on va avoir une offre qui va être limitée et plus on va avoir une demande qui va être importante, plus le prix de cet actif va tout simplement augmenter. Mais ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour l'or, c'est valable pour les crypto-monnaies, c'est valable pour l'immobilier, c'est valable pour les actions, pour les obligations, c'est valable pour tous les actifs aujourd'hui que vous connaissez. Donc les crypto-monnaies, clairement, ne font pas exception à la règle. Donc plus simplement, combien d'argent les personnes souhaitent aujourd'hui utiliser pour acheter une crypto-monnaie ou pour vendre aussi leur crypto-monnaie? Il y a des seuils psychologiques et des seuils spécifiques qui vont être plus ou moins représentés au niveau de la communauté d'investisseurs. Donc la valeur, elle peut être aussi très subjective. Il y a des personnes, il faut savoir, que vont être capables de voir de la valeur là où d'autres personnes ne vont pas être capables d'en voir. Typiquement, aujourd'hui, je vais vous amener à vous poser quelques questions. Mais le lingot d'or, si demain je vous donne un lingot d'or et si vous le trouvez par terre, je suis convaincu que vous allez le ramasser, parce que pour vous, ça aura une valeur importante. Par contre, si je donne ce même lingot d'or à certaines tribus d'indigènes ou même à un singe, il y a de très fortes chances à ce qu'il laisse le lingot d'or, parce que pour eux, ça ne sera pas utile. Le singe, pour lui, le lingot d'or, il s'en fout, il va vouloir bouffer la banane, mais c'est tout. Derrière, son lingot d'or, ça ne va pas forcément lui apporter plus de valeur que ça. Donc derrière, on se rend bien compte déjà que le côté valeur, c'est pas quelque chose d'universel, c'est quelque chose de très subjectif, et puis ça peut dépendre des civilisations, et ça peut être amené aussi à fluctuer à travers l'histoire et le temps. Typiquement aussi, si je vous donne l'exemple de vos devises fiduciaires, vos euros, quelle est la véritable valeur peut-être des billets de banque que vous avez chez vous, vos billets de 20 euros, 30, enfin des billets de 10 euros, 20 euros, qu'est-ce qui donne la valeur? Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui va décréter que ça a de la valeur. Et ça a de la valeur puisque aujourd'hui, donc le gouvernement va le décréter, mais parce que vous avez aussi la capacité de pouvoir l'utiliser pour acheter des produits ou des services particuliers. Vous acceptez d'être payé en euros parce que vous savez que vous êtes capable aujourd'hui de le dépenser, de l'utiliser dans certaines enseignes. Chez votre boucher pour avoir de la viande, chez votre boulanger pour acheter une baguette ou votre pain, peu importe. Mais si demain, il y a une rupture de la confiance et si tout le monde refuse d'être payé tout simplement en euros, si vous n'avez pas la capacité de dépenser vos euros parce que les autres personnes ne l'acceptent plus, vous n'accepterez plus en tout cas d'être payé avec ces devises-là. Vous demanderez d'être payé en autre chose. Donc c'est pareil en fait pour le Bitcoin. Il y a des gens qui vont dire que le Bitcoin n'a pas de valeur parce que c'est pas une entreprise, parce que X ou Y raison. Mais ces arguments, ils peuvent être retournés aussi contre eux, parce que l'or, aujourd'hui, encore une fois, c'est pas une entreprise. Pour autant, ça ne génère pas de cash flow, ça ne génère pas de revenus, pour autant, ça a de la valeur. Aujourd'hui, vous trouvez un lingot par terre, vous allez le ramasser parce que vous savez que vous allez être en mesure de pouvoir l'échanger contre des produits ou des services particuliers. Le Bitcoin, c'est exactement la même chose, mais derrière, au-delà de l'aspect spéculatif, il y a tous les critères que je vous ai évoqués précédemment. Le côté résistance à la censure, le moyen qui vous permet de stocker de la valeur à travers l'espace et le temps sans l'utilisation d'intermédiaires, et en reprenant vraiment en main sa souveraineté monétaire. Enfin moi en tout cas ce système-là, j'y vois une valeur immense, mais je peux comprendre que pour d'autres personnes ça soit pas le cas. Mais encore une fois, voilà, la valeur d'une crypto-monnaie, ça reste encore aujourd'hui très subjectif. Je vous ai évoqué le cas de Bitcoin qui commence à avoir une proposition de valeur, qui commence à être conscientisée et compris par pas mal de personnes, mais pour beaucoup d'autres crypto-monnaies, on est d'accord qu'il y a encore énormément de spéculation et la grosse majorité d'entre elles ne reposent sur rien, n'ont pas véritablement
véritablement de valeur, c'est juste un moyen pour pouvoir faire rêver certaines personnes qui ont envie de devenir riches rapidement en ne mettant aucun effort et aucune structure véritable dans la gestion de leur investissement ou de leur allocation d'actifs. Donc on est d'accord que là derrière, il y a aussi pas mal de choses qui ne vont pas. Mais je voulais quand même remettre au centre de la table un petit peu le concept de valeur qui peut être compris et connu pour certaines personnes et qui peut être vu d'une manière différente auprès d'autres personnes. Ça, c'est vraiment super important de le comprendre et de l'avoir en tête. Donc c'est ce que je vous ai mis à l'écran. La valeur, elle peut être très subjective et typiquement, ça peut être dû à l'image de marque. Par exemple, la valeur aujourd'hui de Dogecoin, c'est un token qui a été créé sous forme de blague à la base avec juste une tête de chien dessus. Pour le coup derrière là même l'auteur principal et le créateur du Dogecoin l'a dit que c'était une blague. Pour autant c'est un projet qui a une communauté juste monstrueuse aujourd'hui, qui a une proposition de valeur qui n'est absolument pas celle liée à Bitcoin, mais qui aujourd'hui a plusieurs milliards de market cap. Vous vous souvenez de ce que je vous avais montré tout à l'heure avec CoinMarketCap. Donc derrière il y a cette image de marque, il y a des personnes qui voilà, juste parce qu'il y a une tête de chien dessus, auront envie de l'acheter. Ça peut être très spéculatif pour beaucoup de personnes, mais en tout cas, il y a certaines personnes qui peuvent y voir de la valeur. Et là, c'est un fait, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le marché qui le prouve. Après, il peut y avoir aussi le côté utilité. On peut voir de la valeur parce qu'on y voit une utilité. L'Ether, c'est un utility token. On est capable aujourd'hui de l'utiliser pour payer des produits ou des services particuliers, plutôt des applications particulières pour accéder à des applications décentralisées sur Ethereum. Donc sans Ether, on ne peut pas payer les frais de gaz, on ne peut pas payer les frais de transaction, donc on ne peut pas accéder à l'écosystème Ethereum. Donc il y en a qui disent que l'Ether a une utilité importante, puisqu'il commence à être au centre de tout un tas d'écosystèmes qui sont en train de se développer, comme la DeFi, donc la finance décentralisée, les NFT, etc. Et que donc si l'Ether est au centre de ça, ça lui donne une utilité importante et ça lui donne une valeur intéressante. Et enfin, il y a aussi l'importance. La valeur, elle peut être subjective dans le sens où on va avoir une importance plus ou moins importante en fonction de certains écosystèmes. Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie, donc il a un rôle important pour catalyser l'expansion du marché crypto. Et c'est vrai que c'est là où il y a la plus grosse communauté, c'est là où il y a eu le plus de recul historique, où on commence à voir des institutionnels et des entreprises et même des États complets qui commencent à investir sur le Bitcoin. Donc voilà, derrière, il y a une certaine notoriété. Et donc des personnes comme moi, par exemple, y voient une très forte valeur sur la proposition, en tout cas qui est faite sur Bitcoin. Donc vous voyez, tout ça, c'est des points importants qui peuvent vous aider à nourrir votre réflexion à ce sujet. Donc pour investir en crypto-monnaie, il y a beaucoup de personnes qui, maintenant qu'elles ont compris ça, auront envie d'investir en crypto-monnaie et se posent la question, est-ce que c'est une bonne chose finalement de placer son capital sur les crypto-monnaies? Et comme tout, c'est jamais tout noir ou tout blanc, on ne fait pas partie des gens sur YouTube qui vont vous faire miroiter, qui vont vous vendre du rêve en vous disant clairement n'importe quoi, parce qu'à chaque fois il y a des avantages, des inconvénients. Typiquement dans les avantages, la réalité c'est que c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. La barrière d'entrée elle est encore importante, et pourquoi je l'ai mis dans les avantages? Parce que la barrière d'entrée en fait ça va bloquer certaines personnes à se lancer dans la crypto, mais mine de rien, ceux qui vont arriver à se lancer, ceux qui vont arriver à le faire, qui vont se former, qui vont suivre les bonnes personnes, qui vont être proactifs dans leur démarche d'investissement et d'apprentissage dans l'écosystème crypto, vont arriver à briser cette barrière d'entrée, et donc ça va leur laisser beaucoup plus d'opportunités. C'était un peu la même chose à l'époque avec le dropshipping, pour ceux qui connaissent. Et donc ce qui était compliqué à l'époque, c'était de créer et de développer un site web. Il y avait une barrière d'entrée qui était énorme en termes de technicité pour créer et gérer un site web. Avec l'arrivée de boîtes comme par exemple Shopify, ça a brisé la barrière d'entrée pour créer et gérer des sites web, ce qui fait qu'on a eu une arrivée énorme de nouveaux participants, ce qui a augmenté la concurrence et ce qui rend aujourd'hui cet écosystème, bien qu'il peut être intéressant d'une certaine manière, relativement compliqué pour ceux qui ne sont pas capables de tirer leur épingle du jeu. Et donc là, l'avantage aujourd'hui qu'on a dans la crypto-monnaie, c'est que, c'est selon moi, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus forcément un écosystème de débutants. Il y a quelques années en arrière, quand on avait débuté avec Mickaël, ça pouvait être encore le cas. Mais aujourd'hui, ça l'est quand même de moins en moins. Et c'est les plus informés, les plus formés, ceux qui arrivent à avoir le plus de recul et qui sont autonomes dans la gestion et le développement de leur capital, qui seront en mesure de tirer véritablement leur épingle du jeu. Par contre, tous ceux qui, malheureusement, ne se formeront pas, suivront aveuglément les recommandations qui pourront être faites sur YouTube de personnes qui vont vous dire le top 10 des crypto-monnaies pour mars 2024,
2023, etc. Et on sait aujourd'hui que c'est des choses qui ne fonctionnent pas, bah malheureusement, ce seront eux qui continueront de perdre de l'argent au profit en fait de ceux qui se formeront, qui arriveront à avoir une vraie autonomie, une vraie réflexion sur l'écosystème crypto et qui surtout arriveront à gérer correctement leur capital et leur allocation d'actifs. Un autre avantage, c'est que c'est un marché aussi qui est très jeune, donc on a encore plein d'opportunités et plein de possibilités qui vont se développer dans les prochaines années. Donc si vous regardez cette vidéo, non, vous n'êtes pas, c'est pas trop tard pour investir sur les crypto-monnaies. Certes, vous n'aurez peut-être pas les mêmes rendements que ceux qui ont investi sur du Bitcoin en 2009, mais néanmoins, vous pouvez aujourd'hui encore participer à la croissance et l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs qui n'existait pas encore il y a quelques années de ça. Donc c'est un point super important à prendre en compte et qu'on a tendance souvent à oublier. Un autre avantage, c'est la reprise en main de notre souveraineté monétaire et le libre arbitre concernant notre capital. Et ça, je suis convaincu que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les prochaines années, surtout avec l'arrivée des crypto-monnaies de banque centrale. Il y a une innovation incroyable et des nouveaux marchés en construction et aujourd'hui, vous avez la capacité de pouvoir y participer. Donc pourquoi s'en priver? Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients, c'est que il y a une volatilité qui est extrême. Il y a des arnaques et des vols très fréquents. C'est pour ça que aujourd'hui, une erreur dans la crypto-monnaie, ça pardonne pas. C'est un peu le problème du self-custody. Hein. Vous êtes là pour gérer votre capital et reprendre en main votre souveraineté monétaire. Bah, vous laissez vos crypto-monnaies sur une plateforme d'échange, comme FTX par exemple. Bah, demain, la plateforme d'échange part avec la caisse ou fait n'importe quoi, vous perdez votre capital. Vous laissez vos crypto-monnaies sur un portefeuille qui n'est pas sécurisé, vous pouvez perdre l'intégralité de votre argent. Vous utilisez votre portefeuille à froid type Ledger ou Trésor de la mauvaise manière et vous acceptez une mauvaise transaction, vous validez un contrat intelligent frauduleux, vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital. En fait, la moindre erreur dans la crypto-monnaie, vu qu'il n'y a pas de service après-vente et aujourd'hui on est sur un marché qui est encore très peu régulé, c'est la porte ouverte un petit peu à tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus de régulation là-dessus. Ça va permettre de limiter les risques, en tout cas sur des fiascos un peu comme celui de FTX dernièrement. Mais en tout cas, selon moi, il n'y a plus de place vraiment pour les ultra débutants qui veulent chercher une manière simple de gagner de l'argent parce que ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas sur cette chaîne YouTube que vous le retrouverez. Je pense que si vous êtes sérieux, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous développer, vous avez envie d'aller plus loin, de devenir autonome dans vos investissements, d'avoir un esprit critique, là oui, vous pourrez retrouver beaucoup de choses sur notre chaîne YouTube. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la plupart des vidéos qu'on fait font pas non plus énormément de vues parce que la majorité des gens qui regardent ce genre de vidéos, en tout cas qui regardent des vidéos sur la crypto-monnaie, ils veulent devenir riches rapidement en faisant des fois 100 et des fois 1000, en faisant le moins de travail possible. Et ça peut-être marcher pour certaines personnes, mais pour l'écrasante majorité des gens qui suivent ce genre de stratégie, ça ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on n'est pas du tout fervents défenseurs de cette approche, mais plutôt de celle que je vous ai évoquée un petit peu plus tôt, donc le fait d'être autonome, de prendre ses propres décisions, d'avoir une vraie stratégie, une vraie approche, prouver que vous êtes capable d'analyser, de gérer votre portefeuille de votre côté, etc. etc. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'évoluer de manière très positive sur le long terme dans la crypto. Un autre inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi énormément de choix. Je vous avais montré ça sur CoinMarketCap, il y avait à peu près 22 000 crypto-monnaies qui étaient référencées, donc oui, il y a aujourd'hui énormément de choix, et il y a le risque de tout perdre, donc c'est un peu la balance entre le risque et le rendement. Plus on va aller chercher des rendements importants, plus on va prendre des risques élevés. Donc l'avantage de la crypto, c'est qu'il y a des performances incroyables si on fait les choses correctement, il n'y en a pas besoin d'aller faire des fois 100 ou des fois 1000 pour avoir des résultats intéressants. Vous n'avez qu'à regarder en fait les rendements, ce qui est considéré comme étant un bon rendement sur la finance traditionnelle. C'est si vous faites du 10% annualisé en bourse sur plusieurs années, c'est déjà des performances qui sont remarquables. Donc, si aujourd'hui vous faites du 10% annualisé en crypto-monnaie, on est d'accord que c'est clairement pas significatif et c'est clairement pas impressionnant, mais est-ce que vous avez besoin sincèrement de faire des fois 100 ou des fois 1000 avec 99% de chances de tout perdre, voire même plus 99,9% de chances de tout perdre, alors que vous pourriez peut-être vous contenter de faire des x2, x3, x5, x8 sur des crypto-monnaies en ayant une vraie approche, une vraie stratégie, en limitant votre risque, etc. Et pouvoir vraiment comme ça avancer dans la croissance et le développement de votre capital. Je vous pose la question, nous c'est ce qui a vraiment fonctionné pour nous, ce qui nous a permis de véritablement accélérer de notre côté l'atteinte de la liberté financière, mais après je peux comprendre que pour certaines personnes ça soit pas forcément le cas et que c'est pas forcément l'approche que vous recherchez. En tout cas nous c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses et on n'est pas là à proposer du contenu du top 10 des crypto-monnaies ou le prochain x100 parce qu'encore une fois ça n'a pas fonctionné pour nous et ça serait je pense malhonnête de notre part de vous présenter ce genre d'alternatives qui sont encore trop souvent présentées sur YouTube et qui sont à mon goût trop dangereuses pour les débutants.
Donc la meilleure manière pour vous pour pouvoir stocker vos crypto-monnaies, c'est d'utiliser un portefeuille physique, donc on appelle un portefeuille à froid. Alors il en existe plusieurs. Nous, on utilise plutôt Ledger, qui est quand même une boîte française. Donc pour tous ceux qui veulent stocker leurs crypto-monnaies en hors ligne sans les laisser sur des plateformes d'échange centralisées, on vous met le lien dans la description de la vidéo pour vous procurer des Ledger. Ça coûte pas vraiment cher. Vous avez plusieurs modèles de disponibles. Mais si aujourd'hui vous voulez être sérieux dans votre expérience dans le domaine des crypto-monnaies et éviter de tout perdre comme ça du jour au lendemain parce que vous les avez laissés sur une plateforme d'échange centralisée, il faut aujourd'hui que vous utilisiez un portefeuille à froid type Ledger, Trezor. Il y en a d'autres qui commencent à se développer. À titre personnel, on utilise plus Ledger. Donc si vous n'avez pas encore de Ledger, n'hésitez pas à vous en commander un ou plusieurs. Le lien est dans la description de la vidéo. Comme vous le savez, nous, ça fait maintenant plusieurs années quand même qu'on est dans la crypto-monnaie. On a accompagné des centaines de personnes dans cet écosystème. On a eu la chance d'accompagner des personnes plus jeunes, des personnes aussi beaucoup plus âgées, des gens qui étaient à l'aise avec l'informatique, des personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise avec l'informatique, des personnes avec peu de moyens, d'autres avec beaucoup de moyens. Et c'est vrai que maintenant, avec notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux et puis tous les profils de personnes qu'on a pu accompagner jusqu'à maintenant, et en plus aussi de notre expérience personnelle, on a pu identifier certaines erreurs à absolument éviter qu'on retrouve très souvent dans le domaine des cryptos, surtout si vous voulez augmenter vos chances et vos probabilités d'obtenir des résultats intéressants sur le long terme. La première chose à éviter, la première erreur à éviter, c'est de commencer par du trading. La première chose, la première source en fait de perte de capital de la part des débutants, c'est de commencer par du trading. D'ailleurs, la majorité du contenu que vous retrouvez sur YouTube, c'est basé presque exclusivement sur de l'analyse technique, avec des personnes qui vont vous envoyer sur des plateformes type Bybit ou Femex, où eux, leur seule source de revenus, ça va être leur capacité en fait à vous envoyer sur ces plateformes-là avec leur lien d'affiliation. Donc quand vous allez vous faire liquider, quand vous allez perdre de l'argent et quand vous allez payer des frais importants de transaction sur ces plateformes, eux vont gagner tout simplement de l'argent là-dessus. Donc ils n'ont aucun intérêt à vous faire gagner de l'argent parce que derrière, eux, ils vont en gagner lorsque vous allez en perdre tout simplement. Donc attention là-dessus, le trading, je dis pas que c'est pas intéressant. Ça peut l'être, néanmoins pour un débutant, je ne pense pas que ce soit la meilleure approche à avoir. Et vous avez qu'à regarder, aujourd'hui, la crypto-monnaie, et notamment pour le cas du Bitcoin, on est sur la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Néanmoins, on a la majorité des gens qui investissent qui perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'investir correctement, parce qu'ils n'ont pas une vision long terme, et surtout parce que la majorité d'entre eux ont plutôt une approche trading. Et encore une fois, le trading, c'est un métier. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande de l'expertise, et c'est pas quelque chose que vous pourrez apprendre comme ça en 3 mois en regardant quelques vidéos sur YouTube. Par contre, si vous avez une approche durable comme celle par exemple qu'on enseigne ou qu'on propose généralement sur notre chaîne YouTube, c'est une approche qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup moins risquée, je pense, que le trading et qui est surtout beaucoup plus adaptée par rapport aux débutants. Donc ne pas commencer par du trading, ne pas être capable de gérer ses risques. Il y a beaucoup de débutants qui se disent je fais des all-in sur des crypto-monnaies, n'importe comment, j'écoute 5 minutes une vidéo YouTube ou de quelqu'un qui va me dire que ce projet-là il est intéressant, forcément il va faire un x 1000, donc non, ça marche pas. La crypto-monnaie, ça reste une classe d'actifs un peu comme les autres, même s'il y a des avantages et des inconvénients comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais voilà, si vous avez aujourd'hui un certain capital, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une gestion de risque qui est proche de zéro. Donc nous, pareil, c'est ce qu'on enseigne et c'est sur lequel il faut vraiment être très vigilant. Vous n'allez pas allouer le même capital en fonction de votre situation personnelle, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre manière de gérer vos fonds, en fonction aussi de votre niveau de compétence dans le domaine des crypto-monnaies. Tout ça, ça va être amené à fluctuer et à modifier un petit peu votre approche dans le domaine des crypto-monnaies. Donc gérer son risque, c'est vraiment super important. Faire confiance à n'importe qui, ça on l'a toujours dit, dans le domaine des crypto-monnaies, puis même dans l'investissement de manière générale, vous ne devez faire confiance à personne, à part à vous-même, parce que vous serez les seuls et uniques détenteurs des prises de décision que vous serez capable de prendre, et vous êtes la seule et unique personne qui est capable de comprendre le niveau de risque que vous êtes capable de prendre de votre côté, les objectifs que vous vous êtes fixés et qui connaissez véritablement votre situation personnelle. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un sur YouTube vous dise cette crypto-monnaie-là elle est intéressante alors que lui typiquement il a été payé pour vous présenter ce genre d'opportunité. Donc aujourd'hui, on l'a toujours dit, on l'a toujours évoqué à de très nombreuses reprises avec Mickaël, dans le domaine des crypto-monnaies, vous devez faire confiance à personne. Même pas à nous, parce que nous aussi on peut se tromper, et c'est un peu l'approche qu'on évoque depuis le début de cette chaîne YouTube, c'est de vous apprendre à utiliser les bons outils pour que vous arriviez à devenir autonome dans votre gestion de portefeuille, dans votre allocation d'actifs, parce qu'à partir du moment où vous êtes autonome, vous avez un vrai esprit critique sur la crypto-monnaie, derrière vous serez capable de gérer votre portefeuille de la meilleure manière, et vous ne serez pas dépendant d'une tierce personne pour vous dire cette crypto-monnaie elle est intéressante, etc. etc. Parce qu'encore une fois, ça c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Une autre erreur, encore une quatrième erreur, c'est d'investir trop rapidement.
rapidement. C'est pas parce que vous regardez 10 vidéos sur une crypto-monnaie que tout de suite il faut que vous investissiez dessus. S'il y a bien une leçon qu'on a apprise depuis le temps qu'on est dans la crypto-monnaie avec Mickaël, c'est que c'est jamais urgent d'investir. Moi, la première fois où j'ai décidé d'investir, il m'a fallu plus d'1 an à me former, à lire des bouquins, à acheter des formations en ligne, à aller à des masterminds, des séminaires, etc. Il m'a fallu plus d'1 an à me former avant d'investir ne serait-ce que le moindre euro sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi. Il y a des personnes pour qui ça a été plus rapide. Mickaël, ça a été plus rapide, par exemple, mais c'est pas urgent. À chaque fois que vous ressentez une urgence d'investir, souvent, c'est rarement un super moment pour placer votre capital. Donc, investir, oui, pourquoi pas, mais à partir du moment où vous avez les bonnes approches, les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, et surtout que vous avez une bonne gestion de risque, encore une fois. Dès que vous ressentez un moyen ou une envie d'investir tout de suite et maintenant, vous remarquerez par le passé, ça a été souvent une très mauvaise décision, parce que souvent, c'était les moments les plus risqués dans lesquels vous pouviez éventuellement placer votre capital. Une autre erreur, c'est vouloir avoir raison à tout prix. Je ne vous l'apprends pas, mais le milieu des crypto-monnaies, il évolue très régulièrement. Même nous qui sommes dedans tous les jours, presque 24 heures sur 24, parce qu'on est passionné par ça. On se rend compte que c'est un marché qui évolue beaucoup, on a beaucoup de mal à tout suivre et c'est impossible de tout connaître. Et donc, il y a un moment donné, soit vous voulez avoir raison, soit vous voulez avoir de l'argent. Et je pense, et soit vous voulez gagner de l'argent. Donc derrière, dans la crypto, c'est un peu ça, c'est-à-dire que s'entêter quelquefois sur des décisions qui sont peut-être pas les bonnes ou de ne pas remettre en question son point de vue et ses différents scénarios, ça peut nous entêter et nous obliger à continuer dans des mauvaises prises de décision et dans une mauvaise direction, alors qu'on pourrait rester ouvert d'esprit et peut-être apprendre de personnes qui sont peut-être plus expérimentés sur un certain domaine et peut-être nous ouvrir l'esprit sur certaines possibilités d'investissement. Et je pense que, comme dans tout type d'investissement de manière générale, rester quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui ne considère pas avoir la science infuse, mais qui reste ouvert aux possibilités tout en ayant un esprit critique aussi pour remettre en cause des informations qu'on va lui donner, c'est ça qui va augmenter vos chances et vos probabilités d'obtenir des résultats intéressants sur le long terme. Une autre erreur à éviter, c'est être attaché émotionnellement à un projet. Si fondamentalement le projet tient plus forcément la route, il faut que vous soyez capable de vous en séparer. Aujourd'hui, si vous investissez dans la crypto-monnaie, comme 99% des gens, c'est pour gagner de l'argent. Donc si derrière, il y a un risque plus important à ce que vous en perdiez en gardant ce projet-là qui fondamentalement ne tient plus la route, autant vous en séparer, ça sera une bonne chose. Une autre erreur à éviter, c'est d'avoir des attentes irréalistes. Donc je vous ai mis des attentes réalistes, mais c'est plutôt des attentes irréalistes. En réalité, si vous êtes toujours en train de rechercher des fois 100 ou des fois 1000, même si ça a été possible par le passé, la probabilité que vous arriviez à trouver ce genre de projet et que vous teniez vos positions sans faire des erreurs monumentales en choisissant ce genre d'opportunité, ça reste quand même très faible. Il y a des probabilités très minces à ce que vous arriviez à saisir ce genre d'opportunité. Vous avez tellement plus de chances de perdre votre capital en faisant ça que justement en ayant une vraie approche, une vraie méthode avec un vrai risk management, etc. Donc avoir des attentes irréalistes, c'est une erreur importante vraiment à éviter, et pour vous aider à avoir des attentes réalistes, c'est de regarder un petit peu ce qui se fait à côté. Et encore une fois, 10% en bourse sur plusieurs années, c'est des performances qui sont remarquables pour un investisseur particulier, surtout si vous arrivez à faire ça sur du très long terme. Dans la crypto, oui, c'est pas extraordinaire, mais si vous arrivez à faire du x2, x3, x4, x5 en 1 an et demi, 2 ans, vous êtes capable de le faire dans la crypto-monnaie sans pour autant vendre du rêve et sans pour autant prendre des risques démesurés. Mais voilà, il faut faire les choses correctement et il faut savoir comment faire les choses différemment de la moyenne, encore une fois, parce que si vous suivez les recommandations de tout le monde, vous aurez les mêmes résultats de tout le monde, c'est-à-dire zéro. Enfin, une autre erreur à éviter, c'est de ne pas avoir de stratégie. Donc ça, je ne vous l'apprends pas, mais voilà, si vous pensez que c'est simple de gagner de l'argent dans la crypto-monnaie, regardez ce que font la majorité des gens et vous vous rendrez compte que faire comme eux, ça va vous rapprocher en fait des mêmes résultats que ces personnes-là. Et voilà, si vous voulez avoir des résultats vraiment différents de la moyenne, il faut se former auprès des meilleurs, il faut apprendre auprès des personnes qui ont déjà réussi éventuellement les objectifs que vous êtes fixés et avoir une vraie approche, une vraie méthode, une vraie stratégie qui va être adaptée à votre situation personnelle. Une autre erreur à éviter impérativement, et ça sera la dernière que je vous présenterai ici, c'est d'investir sans se former. Et ça, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris l'importance de se former. La majorité des gens, de toute façon, ne se formeront pas ou regarderont 3 vidéos sur YouTube en regardant le top 10, le top 20 des crypto-monnaies sur certains influenceurs crypto et investiront en fonction du peu d'informations qu'elles auront pu récupérer et continueront de perdre de l'argent
l'argent pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Donc la formation, c'est la base. Après, il y a plusieurs moyens de pouvoir se former. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des livres, ça peut être des masterminds, ça peut être des séminaires, ça peut être vraiment tout un tas de choses, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des articles. Bref, il y a énormément de manières de le faire. Il faut trouver celle qui vous correspondra le plus. Mais derrière, c'est sûr qu'investir en ayant regardé quelques vidéos sur YouTube ou avoir lu peut-être 2 bouquins sur la crypto, c'est sûr que ça ne fera pas de vous un investisseur chevronné. Et je vous dis, encore une fois, nous, ça fait des années qu'on est dedans, on continue et encore une fois énormément d'apprendre. On a fait énormément d'erreurs par le passé, on continuera d'en faire par la suite, ça fait partie du processus. Mais aujourd'hui, on a quand même eu un certain nombre de résultats avec Mickaël qui nous permet de proposer le contenu qu'on vous propose aujourd'hui. Et donc, c'est super important de comprendre que derrière, si vous voulez apprendre, si vous voulez aller plus loin, la formation, ça fera partie de votre cursus, ça fera partie des étapes indispensables et surtout de choisir les personnes qui seront le plus à même de vous aider et de vous accompagner pour aller plus loin sur le domaine des crypto-monnaies. J'en profite à ce stade de la vidéo pour vous parler un petit peu de ce qu'on propose aujourd'hui avec Mickaël pour ceux que ça pourrait potentiellement intéresser. Typiquement, il y a la formule premium qui en réalité correspond à notre programme phare Crypto Investisseur qui aujourd'hui présente plus de 30 heures de contenu. Il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement auxquelles vous aurez accès bien évidemment à vie si vous rejoignez ce programme de formation. Et là, l'idée de ce programme, c'est de vous rendre autonome dans la gestion et le développement de votre portefeuille dans l'écosystème crypto. On n'est pas là à vous dire ce projet-là il est intéressant, il faut que vous investissiez dessus. Non, on vous apprend et on vous présente tous les outils nécessaires à maîtriser pour que vous arriviez à avoir un vrai esprit critique et que vous arriviez à investir en toute autonomie dans le domaine des crypto-monnaies. Alors c'est pas une formule miracle, mais par contre pour tous ceux qui veulent être sérieux, qui sont proactifs, qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de devenir autonomes dans la gestion et le développement de leur capital crypto, le programme Crypto Investisseur est vraiment super pour ça et à mon avis est inégalable dans toute la sphère francophone. Donc on va parler bien évidemment d'analyse technique, d'analyse fondamentale, on va parler des NFT, de la GameFi, de la finance décentralisée, on va mettre en place des revenus passifs, on vous parle de l'aspect sécurité. L'aspect sécurité, c'est pas juste de mettre ses crypto-monnaies sur une ledger, on va reprendre tous les aspects liés à la sécurité des actifs numériques. Il faut savoir que Mickaël, avant de travailler et d'investir sur le domaine des crypto-monnaies, il a travaillé plus de 10 ans en cybersécurité, donc c'était son métier. Et donc là, derrière, on reprend vraiment tout ce qu'il faut savoir pour reprendre en main son portefeuille crypto et pour reprendre l'exemple de l'aspect sécurité, on va aller beaucoup plus loin que de simplement mettre ses crypto-monnaies sur sa ledger. Parce qu'encore une fois, mettre sa crypto-monnaie sur sa ledger, c'est très bien, mais c'est clairement pas suffisant, surtout si vous voulez gérer votre portefeuille de manière durable dans le domaine des crypto-monnaies. Pour ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir vous le proposer. C'est assez récent comme offre, mais c'est très complémentaire avec la formule premium et notre programme de formation crypto investisseur. Donc dans le programme d'accompagnement personnalisé, l'objectif c'est de vous présenter en toute transparence typiquement ce que nous on fait à l'instant T. Donc c'est comme si vous investissiez en même temps que nous, vous restez toujours décisionnaire des décisions et des actions que vous allez mettre en place, mais on va vous présenter en toute transparence ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T, donc sur une période de 6 mois, parce que c'est sous forme d'abonnement du coup pendant 6 mois. Donc on va vous montrer les projets dans lesquels on a investi, notre allocation de portefeuille, nos points d'entrée, nos points de sortie, notre vision du marché, les nouveaux projets qu'on va ajouter en portefeuille, ceux qu'on va sortir, les stratégies de farming qu'on fait à l'instant T, etc. etc. Donc c'est une dimension qui est très complète qu'on vous présente là-dessus. On n'est pas là juste en train de vous dire ce projet-là il est intéressant, mais on vous présente toutes les analyses qu'on aura pu faire dessus, on vous explique pourquoi on aura placé notre capital dessus, les risques qui sont liés à ces types de projets-là, comment on peut éventuellement gérer son portefeuille en investissant sur ce genre de projet, etc. etc. Voilà, on va vraiment beaucoup plus loin que de simples informations vous disant ce projet-là il est intéressant, faites comme nous, parce qu'encore une fois ça ne fonctionne pas. On reste toujours dans la dynamique de devenir autonome dans vos investissements, d'avoir un vrai esprit critique sur les décisions, parce que peut-être qu'il y a des projets dans lesquels nous on a placé notre argent, sur lesquels vous direz bah non, moi le risque ne me convient pas et j'ai pas envie de placer mon capital dessus, et vous resterez totalement décisionnaire des projets dans lesquels vous allez décider d'investir. C'est vous qui gérez votre capital, encore une fois, parce que c'est vous qui allez gérer votre risque. Mais on rajoute une dimension supplémentaire, bien plus personnalisée que ce qu'on est capable de faire avec un programme de formation en ligne comme celui de Crypto Investisseur. Donc dans cet accompagnement personnalisé, il y a 2 coachings de groupe par mois qui seront bien évidemment enregistrés avec les replays et tout ce qu'il faut
auxquels vous pourrez avoir accès, plus en plus de ça, des coachings personnels où vous pourrez nous avoir en one-to-one, en face-à-face, via par exemple une visio sur Teams ou sur Zoom avec Mickaël pour échanger sur votre situation personnelle, sur votre allocation de portefeuille, etc., etc. Pour tous ceux qui seraient potentiellement intéressés par l'accompagnement personnalisé ou qui ont encore des questions, des interrogations, des points qui ne sont pas clairs pour eux et qui aimeraient échanger avec soit moi, soit Mickaël, soit quelqu'un de notre équipe, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton-là. Vous allez être redirigé sur une page où vous allez pouvoir réserver un appel téléphonique directement avec un membre de notre équipe. Donc vous cliquez dessus, vous réservez un créneau qui va vous correspondre. Vous allez répondre à l'ensemble des questions qui vous seront proposées. Donc c'est vraiment super important de répondre à ces questions de la manière la plus précise et la plus objective possible. Toutes les personnes qui ne répondront pas aux questions ou partiellement aux questions ne seront même pas reçues de toute façon en entretien téléphonique. Donc c'est pour ça c'est super important de pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions-là. Et derrière, vous aurez la capacité du coup de nous avoir directement au téléphone, de nous poser toutes les questions que vous voulez, avoir des précisions supplémentaires. Et puis nous, l'objectif de cet appel, c'est de connaître aussi votre situation personnelle, vos objectifs, voir si finalement ce programme d'accompagnement aussi, il est fait pour vous, si ça peut répondre à vos exigences et si vous correspondez au profil des personnes qu'on peut accompagner. On a la chance avec Mickaël aujourd'hui de ne pas avoir besoin de cette activité-là pour pouvoir subvenir à nos besoins et avoir la vie en fait qu'on a aujourd'hui. On continue de faire ça parce que ça nous plaît et donc on est capable aujourd'hui de choisir les personnes avec qui on a envie de travailler et qu'on souhaite accompagner. C'est pour ça aussi qu'on a décidé plutôt de le faire sous forme téléphonique pour cet accompagnement personnalisé. Donc c'est sûr que tous les touristes, tous ceux qui sont là un petit peu parce qu'ils se disent je veux gagner de l'argent rapidement, je veux faire des fois 100, des fois 1000, c'est sûr que les programmes et tout ce qu'on propose, ça ne sera pas fait pour vous. Par contre, si aujourd'hui vous voulez vous former, vous voulez devenir autonome, vous avez envie d'aller plus loin, vous voulez véritablement avoir un vrai esprit critique sur le domaine des crypto-monnaies, alors que ce soit le programme Crypto Investisseur ou notre accompagnement personnalisé pourra répondre à mon avis à vos exigences. Après, à vous bien évidemment de nous poser toutes les questions que vous pourriez potentiellement avoir. Envoyez-nous les questions plutôt par email plutôt que sur YouTube parce qu'on essaie de répondre aux questions mais on a trop de messages tout simplement sur YouTube, donc essayez plutôt de nous envoyer un email ou à réserver un appel téléphonique avec nous et on se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos interrogations si jamais vous en avez. Donc je vous répète, on a la formule premium qui est notre programme de formation crypto investisseur, on a le programme d'accompagnement personnalisé avec le descriptif ici, et pour tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui ou qui n'ont pas forcément envie de payer aujourd'hui pour une formation en ligne ou pour un accompagnement personnalisé, vous avez également une formation gratuite de plusieurs heures qui sera très complémentaire avec celle que je suis en train de vous faire aujourd'hui sur cette vidéo YouTube. Donc pour tous ceux qui voudront la rejoindre, cette formation gratuite complémentaire, vous pourrez cliquer ici sur ce bouton et vous arriverez sur une page, vous rentrerez votre adresse mail avec un mot de passe pour vous connecter à votre espace membre et vous aurez accès à l'ensemble des modules et des vidéos qu'on aura préparés pour vous. Maintenant, pour reprendre quand même le sujet de la vidéo, si vous souhaitez acheter des crypto-monnaies, il y a plusieurs plateformes qui vont vous permettre de faire ça. Les principales que nous on utilise en tout cas aujourd'hui, c'est des plateformes comme Kraken et comme Binance. Donc je vais vous montrer là dans la suite de cette vidéo comment vous allez pouvoir être en mesure d'acheter des crypto-monnaies ou de les échanger les unes avec les autres sur des plateformes comme Kraken et sur Binance respectivement. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte sur Kraken et sur Binance, on vous mettra tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Donc vous aurez simplement à cliquer dessus, vous allez être redirigé sur les sites officiels de Kraken et de Binance. Vous allez vous créer un compte sur ces deux plateformes pour pouvoir suivre les informations que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Donc la première chose à faire pour envoyer de l'argent sur Kraken sera tout simplement déjà d'envoyer des euros ou des dollars, en tout cas des devises fiat sur ces différentes plateformes. Donc par exemple pour Kraken, la première chose à faire pour récupérer le RIB, il va falloir que vous alliez ici dans l'onglet financement. Donc là derrière on va vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez envoyer de l'argent sur la plateforme, notamment des euros, des dollars, etc. Et une fois que vous avez reçu cet argent sur la plateforme, vous allez, pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, vous allez cliquer ici sur nouvel ordre et sélectionner les crypto-monnaies qui vous intéressent. Là, en l'occurrence, le marché, moi, admettons que je souhaite acheter des bitcoins à partir des euros que j'ai sur ma plateforme, je vais cliquer ici sur marché. Là, je vais sélectionner les euros. Donc, soit je peux acheter des USDT qui est un stablecoin, ça peut être du bitcoin par rapport à l'euro, ça peut être, peu importe, si je veux acheter, je sais pas moi, des ETH, donc des Ethers, je vais taper ici ETH. Là, on va avoir ETH USD, donc c'est dollars Ether. Moi, c'est Ether euro qui va m'intéresser si j'ai déposé des euros. Et on voit qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, un Ether, c'est 1451 euros. Donc, si je veux m'acheter un Ether, il faut que je dépose aujourd'hui à peu près 1460 euros parce qu'il y aura quelques frais à payer, ce qui est normal.
En tout cas, au départ, il va falloir choisir sa paire d'échange. Donc là, moi, si je veux acheter par exemple du Bitcoin à partir de l'euro, par défaut, c'est déjà ce qui est présent. Donc je vais cliquer sur Nouvel ordre. Je veux acheter des Bitcoins à partir de l'euro. Donc soit je vais l'acheter avec un ordre limité, mais ça, je dirais que c'est plutôt pour des profils avancés. Si vous avez un profil débutant, vous n'avez pas forcément besoin de vous prendre la tête là-dessus. Vous allez acheter tout simplement au prix du marché. Donc moi, j'ai déposé, admettons, un peu d'argent et je veux acheter 0,01 Bitcoin. Bah, ça va me coûter, à l'heure où je tourne cette vidéo, 205 euros ou 204,98 euros. Ça change au fur et à mesure du temps, forcément, avec les fluctuations de marché. Et derrière, je clique sur acheter du Bitcoin avec des euros. Je vais cliquer une fois, je vais le valider une seconde fois. Là, j'ai pas crédité mon compte avec des euros, donc ça ne fonctionnera pas. Mais vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Pour les vendre, ces bitcoins, si jamais je souhaite vendre des bitcoins contre des euros, inversement, je clique ici sur vendre, je sélectionne le nombre de bitcoins que je veux vendre. On va me mettre le prix au marché, donc c'est le prix à l'heure actuelle en termes d'euros par rapport au bitcoin. On voit que là aujourd'hui, il est à 20 496 euros pour un bitcoin. Donc je peux vendre 0,01 bitcoin pour 204,97 euros. Et si mes bitcoins sont bien présents sur la plateforme, j'ai simplement à cliquer ici sur bitcoin pour euros, ça va les transformer et comme ça je serai tout simplement tranquille. Vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ça c'était tout simplement pour Kraken, mais sur Binance vous allez voir que c'est pas non plus extrêmement compliqué. Si vous souhaitez déjà déposer des euros ou des dollars ou des devises fiat sur la plateforme pour pouvoir vous procurer des crypto-monnaies, vous allez cliquer ici dans acheter des crypto-monnaies, soit vous faites un dépôt bancaire, soit virement SEPA par exemple, ou pour acheter avec des cartes de crédit, type une carte bancaire classique, comme un achat classique en ligne sur Amazon, donc vous pouvez cliquer dessus. Attention quand même parce que en payant avec une carte de crédit, vous allez avoir tendance à payer des frais qui sont plus élevés qu'en faisant tout simplement des dépôts SEPA. C'est pour ça que nous on fait plutôt des dépôts, des virements SEPA avec Kraken que sur Binance, parce qu'on a des frais quand même qui sont plus faibles. Et après derrière, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, en fait vous avez vos euros sur cette plateforme d'échange, vous cliquez ici sur Binance Convert. Là, ça va vous ouvrir une interface qui est relativement simple à utiliser. Donc, vous sélectionnez la crypto-monnaie ou la devise qui va vous intéresser. Par exemple, là, des euros. Moi, je vais sélectionner des euros. Je veux acheter du Bitcoin. Donc, je vais taper BTC. Je tape Bitcoin. Là, je tape le montant d'euros que je veux acheter en Bitcoin. Bien évidemment, il faudrait que je les ai sur la plateforme. Et après, je clique sur aperçu de la transaction. Je la valide. Et derrière, je vais pouvoir retrouver dans mon portefeuille les Bitcoins que j'aurais pu acheter. Je clique sur vue d'ensemble de mon portefeuille. Là, ça va m'ouvrir mon interface. Voilà, je vais aller dans compte principal. Et là, je vais retrouver toutes les crypto-monnaies. Alors, je les ai floutées à l'écran pour les bonnes raisons. J'ai pas de Bitcoin sur la plateforme d'échange pour les raisons que je vous ai évoquées en termes de sécurité un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Mais du moment où vous avez acheté vos Bitcoins, en réalité, vous les aurez tout simplement sur cette plateforme d'échange. Après, il suffira simplement de les envoyer sur votre Ledger. Et là, on a fait plein de tutoriels sur cette chaîne YouTube pour vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment très compliqué. Il y a également un autre outil quantitatif qui va vous permettre de vous aider en fait à prendre des meilleures décisions. C'est tout simplement le multiple de meilleur. Donc le multiple de meilleur va correspondre au prix de la crypto-monnaie en question divisé par le cours de la moyenne mobile à 200 jours. Donc cet indicateur compare le prix d'un actif à sa moyenne mobile 200. Si le prix d'une crypto-monnaie par exemple il est de 5 euros et celui de la moyenne mobile 200 est de 10 euros, alors le multiple de meilleur serait de 0,5. Donc si c'est inférieur à 1, on considère que selon le multiple de meilleur c'est plutôt une bonne chose. Si c'est supérieur à 2,4, on considère que c'est mauvais. Donc il y a aussi un autre point qu'il va falloir que vous connaissiez, c'est la circulating supply, donc c'est l'offre en circulation. Ça va correspondre au nombre de coins ou de tokens qui vont être disponibles sur le marché. Donc ça pareil, ça va correspondre un petit peu aussi au profil de risque que vous voulez prendre, parce que des fois il y a des projets qui vont énormément augmenter en termes de prix, mais avec peut-être 2 ou 3% de la supply, de la circulating supply qui va être présent sur le marché. Donc vous pouvez vous attendre à avoir une inflation importante dans les prochains mois, prochaines années, en fonction de la tokenomics, d'où l'intérêt de faire attention à son analyse fondamentale et de faire attention aux décisions que vous serez amené à prendre. Donc tout ça, c'est des points qui doivent être amenés à nourrir votre réflexion sur le sujet. Il y a également des données qualitatives que vous pouvez être amené à analyser, notamment quand vous faites des analyses fondamentales sur certains projets crypto, comme par exemple analyser la qualité du site internet avec la charte graphique, la charte graphique du site, s'il y a des fautes d'orthographe, de la présentation du site web, s'il y a une transparence au niveau des éléments qui sont proposés, au niveau aussi des créateurs du projet là, est-ce qu'ils ont une bonne réputation, est-ce qu'il y a certains interviews sur YouTube auxquels vous pouvez éventuellement souscrire pour voir comment ils vont être amenés à parler, si c'est des gens qu'on a envie d'écouter ou pas. Je vous invite par exemple à jeter un coup d'œil sur Charles Hoskinson qui est le fondateur notamment
cofondateur d'Ethereum, mais également aussi le fondateur de Cardano. Et vous verrez qu'il a une super communauté, ce Charles Hoskinson. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui sait très très bien communiquer, qui arrive à être simple dans sa manière de parler, qui est quelqu'un qui fait des vidéos très régulièrement, et voilà, ça donne envie, en tout cas, ça peut donner confiance aux investisseurs de placer leur capital quand on a des créateurs comme ça qui sont plutôt bien en termes de communication. Il y en a d'autres pour qui c'est absolument pas le cas. GitHub aussi, donc ça c'est une plateforme plutôt pour les développeurs, donc c'est plutôt intéressant pour les personnes qui vont avoir un profil un peu plus technique pour voir l'activité des projets, s'il y a vraiment du développement, etc. C'est pas forcément disponible pour tous les novices, bien qu'il y ait des outils qui peuvent vous permettre de voir ça de manière un peu plus simple pour ceux qui n'ont pas un background technique, mais en tout cas ça peut être un moyen pour vous pour croiser des informations. Vous pouvez regarder s'il y a certains catalyseurs, par exemple certains événements particuliers, des effets d'annonce, des partenariats. Soyez vigilants sur les partenariats parce que souvent vous allez vous rendre compte que les partenariats ils sont annoncés en début de bull run pour maintenir un prix relativement élevé, et puis voilà, il y a des annonces stratégiques qui sont faites, donc vraiment essayez de faire la différence entre le vrai et le faux, et puis certains événements connus, comme par exemple celui du halving que je vous ai évoqué un peu plus tôt, ça peut être intéressant aujourd'hui d'avoir ces éléments-là en tête, parce que forcément ça va être des catalyseurs éventuellement d'un prochain marché haussier, comme ça a été le cas sur les années précédentes. Les performances passées ne présagent rien des performances futures, mais néanmoins, ça peut nous donner des informations supplémentaires. Il y a également aussi des points de contact. Est-ce que c'est possible d'apprendre rapidement et facilement pour les nouveaux investisseurs? Est-ce qu'il y a des outils, des forums, des moyens qui sont mis en place pour permettre aux nouveaux investisseurs d'en savoir plus sur certains projets crypto, sur ces nouveaux utilisateurs? Est-ce qu'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement? Et quel est le marché visé? Quelle est sa taille? Est-ce qu'il est déjà existant? Est-ce qu'il y a une création éventuellement d'un nouveau marché, par exemple Ethereum? Aujourd'hui, c'est compliqué de savoir à quel marché essaie de s'attaquer Ethereum parce qu'ils sont en train de créer tout un nouveau marché. Le marché des NFT, le marché de la finance décentralisée, etc. C'est des notions qui n'existaient pas il y a quelques années en arrière. Donc difficile de prévoir, on va dire, un niveau de développement, enfin de caper en fait ce niveau de développement dans les prochaines années. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pas une vision la plus objective qui existe pour vous permettre de faire toutes vos propres recherches. Bien évidemment, il faut aller beaucoup plus loin que ça, mais néanmoins, c'est des pistes de réflexion qui peuvent vous permettre d'avoir une vision un peu plus objective pour ceux qui sont sérieux et ceux qui auront envie d'aller plus loin. Donc, il y a pas mal de sources d'informations aussi que vous allez être capable de retrouver sur Internet. Nous, les sites qu'on utilise le plus souvent, notamment pour prendre des news sur le marché crypto, c'est plutôt CoinDesk et Cointelegraph. Après, il y a aussi pas mal de réseaux sociaux qui sont très utilisés pour la crypto-monnaie, notamment Reddit et Twitter. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent aujourd'hui se renseigner un peu là-dessus, suivre les nouveautés sur certains projets crypto, il y a plein d'autres pistes que vous pourrez être amenés à retrouver, mais en tout cas, nous, les sites qu'on utilise pour notamment suivre les actualités crypto, et puis pour pouvoir, enfin les réseaux sociaux crypto, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est surtout Reddit, c'est surtout Twitter, et puis après il y a aussi Discord et Telegram, mais attention, il y a beaucoup d'arnaques sur ces réseaux sociaux là. À ce stade de la vidéo, vous pouvez vous poser la question suivante: combien d'argent investir finalement sur le domaine des crypto-monnaies? Donc ça, c'est une réponse qui va vraiment dépendre de chaque personne en fonction de son profil de risque, en fonction de ses objectifs et de sa manière finalement aussi de gérer son capital. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le domaine des crypto-monnaies certes offre d'énormes possibilités, surtout pour ceux qui seront formés, mais ça reste encore aujourd'hui une classe d'actifs qui est très spéculative, avec aussi énormément de risques. Donc ça, c'est vraiment super important de le prendre en compte. Il faut être conscient des risques et de maîtriser ce que l'on fait avant d'investir, puisque sinon, si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, si vous suivez les recommandations de tout le monde sur Internet, ou vous regardez des vidéos, encore une fois, du top 20 crypto, et vous regardez 5 minutes un projet, vous investissez dessus, il y a une probabilité proche de 100% à ce que vous perdiez votre capital très rapidement et que vous ne gagniez pas d'argent, parce que c'est ce que la majorité des personnes font, encore une fois. Donc il est préférable de commencer petit à petit et d'augmenter petit à petit son capital au fur et à mesure de sa compréhension du marché. Plus vous allez avoir une compréhension importante du marché, plus vous pourrez vous permettre d'augmenter votre capital sur la crypto. Mais au départ, même si vous avez un capital conséquent à investir, formez-vous. Encore une fois, je vais refaire de la pub un peu pour ce qu'on fait nous. Prenez un programme de formation, par exemple crypto investisseur, pour aller plus loin, ou un programme d'accompagnement personnalisé. Après, si c'est pas avec nous, encore une fois, c'est pas grave, hein, vous avez plein de possibilités de vous former sur Internet, mais je vous en supplie, formez-vous. Achetez des bouquins, allez à des séminaires, allez à des masterminds, lisez des articles, regardez des vidéos YouTube, peu importe, mais vraiment formez-vous pour que vous ayez une compréhension globale de l'écosystème crypto et que vous ne fassiez pas des erreurs qui
qui pourront vous coûter très très cher. Focalisez-vous sur une approche et une stratégie qui va vous correspondre pour du long terme plutôt que de rechercher des x100 ou des x1000 parce qu'avec ça, c'est pas une approche, c'est pas une stratégie, vous avez plus de chances de perdre votre capital et le plus important pour un investisseur, c'est justement de développer son capital tout en mesurant son risque plutôt que de faire des all-in, de mettre tout sur le 8 rouge où vous avez 99,9% de chances de perdre l'intégralité de ce que vous avez investi. N'utilisez pas l'argent que vous avez besoin pour vivre, ça on le répète tout le temps et c'est du bon sens. Vous allez me dire tout simplement que c'est du bon sens et que vous le savez, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui ça peut vous sembler évident, mais en bull market, quand tout le monde va vous dire il faut investir, il faut placer sur cette crypto-monnaie là et que vous avez l'impression que tout le monde devient riche autour de vous sauf vous, peut-être que vous allez être amené à prendre plus de risques et accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées plus tôt et derrière quand le marché se retourne parce qu'il va se retourner vous risquez de regretter tout simplement ces prises de décision. Donc ça c'est vraiment super important à l'avoir en tête. Sachez également que sur notre site web vous allez pouvoir retrouver des ressources supplémentaires pour ceux qui auront envie d'aller plus loin et qui auront encore envie de se former sur ces sujets liés à l'investissement crypto. Donc vous allez cliquer ici dans ressources gratuites, vous avez tout un tas de tutoriels qu'on a préparés pour vous, des analyses fondamentales sur des projets crypto, des articles de blog sur des sujets d'actualité qu'on essaye de décortiquer et d'analyser pour vous. Vous avez un guide pour débutants que vous pouvez télécharger aussi ici. Donc si vous cliquez ici dans l'onglet crypto par exemple, vous allez voir qu'il y a tout un tas de projets qu'on a déjà analysés pour vous. Donc on n'a pas pu analyser les 22 000 projets crypto bien évidemment, mais on en rajoute régulièrement, on essaie de tenir à jour tout ça. Ça nous demande un travail qui est monstre, qui est juste énorme et encore une fois vous n'avez rien à débourser pour trouver ce genre d'informations, mais on a vraiment envie de contribuer à notre manière avec Mickaël pour la démocratisation et la compréhension de l'écosystème crypto parce qu'on est intimement convaincu que c'est un écosystème qui va énormément se développer dans les prochaines années, qui offre aujourd'hui énormément de possibilités même pour les particuliers. Par contre, encore une fois, c'est pas une solution miracle. Oui, il y a d'énormes possibilités, il y a la possibilité de faire des choses extraordinaires dans la crypto-monnaie, mais c'est pas une solution miracle, c'est pas un moyen de devenir riche rapidement en ne faisant rien. Par contre, si vous êtes sérieux, vous êtes proactif, vous avez envie d'apprendre, vous avez aujourd'hui la possibilité d'utiliser tout le contenu qu'on vous présente et qui est aujourd'hui à votre disposition. Alors ça peut être les ressources gratuites que je viens de vous présenter, mais ça peut être aussi les formations payantes et les offres d'accompagnement que je vous ai présentées un petit peu plus tôt, comme par exemple ici notre programme Crypto Investisseur ou notre accompagnement personnalisé. Donc pour tous ceux que ça intéresse, vraiment, n'hésitez pas à les rejoindre ou à nous poser toutes les questions ou les interrogations que vous pourrez potentiellement avoir. Je le répète, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous les envoyer plutôt par email plutôt que sur les vidéos YouTube, parce que je vous dis, on en reçoit trop aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de répondre à tout le monde. Et j'en profite à la fin aussi de cette vidéo pour vous exposer le fait que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, puisque sur Tokens Invaders, on reste focalisé sur le domaine des crypto-monnaies, qui est aujourd'hui notre domaine d'expertise. Mais pour tous ceux qui s'intéressent au concept d'indépendance, de liberté financière, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses à connaître. Pour nous, en tout cas, avec Mickaël, ça a été un super accélérateur, l'investissement crypto, mais il n'y a pas que ça à connaître, il y a plein d'autres dimensions à maîtriser, et c'est ce que j'essaye d'exposer sur cette seconde chaîne Éternel Étudiant. Donc je parle d'entrepreneuriat, finances personnelles, investissement, on va parler de bourse, on va parler d'immobilier, on va parler de tout un tas d'autres choses. Donc pour tous ceux que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à cette seconde chaîne. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.